Bonsoir à tous. La room est très content de nous retrouver. Nous aussi, on est très content de les retrouver. Ils envoient des vœux, Joseph, pour toi. Merci. Voilà. Bonsoir Flore. Bonsoir Benjamin. Comment ça va? Très bien. Bonne année. Bonne Attends, année. bisous. Allez. Voilà. Et tu combles pas quand on le fait le bisou. Non, c'est beau. Coach, je crois que c'est un moment qu'il faut vivre. Ça va, on peut pas tout le temps tout commenter. C'est vrai. Virginie Giraud, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Est-ce que tu as déjà commencé une émission comme ça dans Secret d'Histoire? Je ne crois pas. Non, jamais. C'est beaucoup moins convivial. C'est beaucoup. Un petit problème de voix ce soir, c'est ça? Malheureusement, oui. C'est le froid. Oui. Excès des fêtes peut-être? Même pas tant que ça, non. Non. Oui, Joseph, vas-y. Tu veux faire une vanne? Absolument pas. Non, c'est vrai, d'accord. Docteur en histoire, spécialisé dans l'histoire des femmes et de leur sexualité. On verra ça pour cette émission, puisqu'on parle des clichés dans la sexualité, féminine notamment, et on parlera de la romantique. Les femmes et le sexe de la romantique, c'est un ouvrage que tu as écrit l'année dernière. Ah non, il est même un peu plus vieux que ça. Il date de 2013. C'est mon premier livre. Il est adapté de ma thèse de doctorat. Et ben moi, j'ai une édition de 2017, du coup. Oui, c'est parce que c'est l'édition de poche. Ah, voilà. Il allait très bien dans ma poche pendant ses vacances. Je suis sûre que ça lui a plu. Et il y a eu Agrippine et Théodora, en tout cas derrière, et Théodora de cette année. Flore, est-ce que tu peux présenter Thomas, s'il te plaît? Alors, les Thomas... femmes présentent les hommes, les hommes présentent les femmes. Et les femmes présentent les hommes. Ok, très bien. Thomas Bettinelli, qui est un merveilleux danseur avant tout, puis aussi un peu comédien, qui organise un show qui s'appelle Les Masculinités et qui est très engagé pour déconstruire tout ce qu'on peut associer à du viril et du masculin sans y réfléchir, qui est très aussi investi dans la cause LGBT. Oui, on s'attaque à tous les stéréotypes de genre en général et puis toutes les répercussions qu'ils peuvent avoir après, c'est-à-dire comment on les utilise pour justifier après des discriminations dont sont victimes entre autres les gens de la communauté LGBT, mais pas seulement. Mais plus largement, ça peut toucher tout le monde. Exactement. Et donc ton spectacle, c'est la 3e édition et il va reprendre en février jusqu'à fin mars, c'est ça? Tout à fait, on a au moins 3 dates, là, du 1er février au 30 mars, je crois, une fois par mois, on va vous retrouver avec grand plaisir. Au Café de Paris, dans le 11e, c'est ça? Tout à fait. Des bonnes résolutions pour cette année, Virginie? Sortir un nouveau livre déjà. C'est cool ça, Ouais. C'est un beau projet. Sûr? Alors je peux pas le dire, mais normalement il sort en septembre si tout se passe bien. D'accord, c'est le secret. C'est sur l'Antiquité romaine et il y aura encore des empereurs, des impératrices et du sexe. Trop bien, elle a bien Pour changer, je crois. pour... Elle a bien choisi. Très bien. Thomas, une bonne résolution? Si on parle des projets professionnels, on va essayer d'amener ce spectacle-là devant un public plus large parce que pour l'instant on le joue devant des gens qui sont un petit peu acquis à notre cause, un public un petit peu intimiste du burlesque. Et nous, notre but, c'est de te faire insulter par des gens qui ne te connaissent absolument pas. Exactement, c'est ça, c'est ça le but de notre spectacle, et de leur prouver à la fin du spectacle qu'ils n'avaient pas de raison de nous insulter au départ. Voilà. C'est un beau projet également, on te le souhaite. En tout cas, Thomas, toi Flore, un truc que tu as envie de réaliser, de concrétiser en 2019? Être aussi drôle que Joseph. Mais alors là, va y avoir du... on se donne rendez-vous en 2024. Merci Benjamin. Je n'ai pas vu ces ongles dorés, magnifiques, Ouais, extraordinaire. J'aime beaucoup. Et moi, c'est de porter Et haut toi et fort les couleurs de la prostate. Voilà, Et alors, c'est quoi? C'est rose ou c'est marron? Oui, les couleurs de la prostate. Et puis surtout, une prostate de quel âge, s'il te plaît? Parce que bon. Elle change en fonction de l'âge, Joseph? Je pense, oui. Ça, Franchement, oui, comme tous les organes, j'en ai bien peur. Mais bon, on va dire 22 ans. Hein, on va rester. J'ai Virginie dans le coin de l'œil qui a fait: bah si, ça change de couleur. Attends. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé, je les dissèque pas encore, moi, D'accord. les hommes. Alors, Joseph, toi, une résolution pour 2019? Écoute, moi, il faudrait que fin décembre 2019, je ressemble à la prostate de Mitterrand circa 95. À peu près. Hein. Je pense que ça peut être une bonne résolution. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était la réaction. J'ai eu 2 secondes pour avoir l'image en tête. Et on va souhaiter... Mais tu sais que, alors juste pour faire un petit truc, pour la taille de ta prostate, en fait, quand tu as un cancer de la prostate, tu as une molécule dans ton sang, et en fait, en fonction de l'âge, ton seuil de détectibilité au cancer augmente. Ça veut dire que ta prostate grossit. Voilà. Ce sera plus facile pour la trouver, hein, du coup. Bah voilà. Tu galères à moins. Il y a des avantages quand même. Bonsoir Anne-Solène. Bonsoir Anso qui était bloqué. Joseph, tu voulais savoir ce qu'elle avait la dernière fois. Dernière émission de Noël, elle était bloqué le dos, c'est ça, hein? Le dos bloqué. Et ben voilà. Et pourquoi, à ton avis? Je pense qu'elle a un peu trop poussé sur sa passion, l'haltérophilie, c'est ça, non? Je crois que... Non. Elle pousse beaucoup trop, tu vois, Anso, et voilà, là, elle nous revient en pleine forme. Trop de squatting. Tout à fait, Ouais. tout à fait.
Et au niveau des bonnes résolutions, Joseph, je crois que j'ai cru entendre que tu étais en dry January. Alors ça, c'est pas une bonne résolution liée à la nouvelle année ou quoi que ce soit. C'est un truc tout bête pour être en forme, quoi. Explique-nous. Et pas prendre trop de poids, parce que comme tu me connais, je fais un peu le yo-yo, moi. Donc voilà, j'essaie de garder une ligne à peu près respectable. D'accord. Dry January, si on ne boit pas d'alcool pendant tout le mois de janvier. Hein, c'est ça, exactement. Le problème, c'est que moi, j'ai vu cet article-là sur Internet, mais on était le 2 et j'avais déjà consommé de l'alcool. Donc je me suis dit que c'était mort pour le Dry January. C'est foutu, t'es comme un gremlins qui vient de bouffer à minuit 1. Est-ce que je peux décaler du coup? Ah bah oui, j'arrête le 2 février. C'est comme le ramadan. Comme le ramadan, tu casses le truc. Si t'es malade, t'es enceinte, t'es en voyage, voilà. C'est comme le collectif là qui dit qu'on ne doit pas manger de viande et de poisson une lundi, journée par semaine. Lundi maintenant. C'est ça. Moi j'aime bien, c'est quand les artistes ils nous disent quoi faire. Moi, oui, on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. J'ai besoin de l'avis de Nathalie Baye pour savoir si je mange du jambon. Oui, moi j'avais besoin de l'avis de Franck Dubosc pour savoir pour qui voter. Tout ça. Tu vois, non, c'est important. C'est très important. Bah tu sais, moi j'attendais l'avis de Franck Dubosc pour me positionner sur les gilets jaunes. Je ne savais pas. Eh ben merde, putain, t'as pas aidé sur ce coup-là. Il a fait volte-face. Comme quoi on peut pas leur faire confiance. Ah non, moi je fais plus confiance à Elie Semoun. Alors il y a Titeuf 2741 qui a reçu le Chatus, Joseph. Merveilleux. Et c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il en dit alors? Est-ce qu'il est content du Chatus? Il faut demander. Un grand merci. C'était un très beau cadeau. Titeuf, dis-nous comment était le Chatus. Alors le Chatus, qu'est-ce qu'un Chatus? Un Chatus, c'est un sextoy masculin. Un fleshtight, si tu connais un peu une les vaginette. Alors, il n'est pas qu'on dise vaginette, mais tout le monde le comprend. Oui. Non, c'est horrible, vaginette. Il avait pas mis ce mot, mais je traduis. Voilà. Et on lui avait mis du lubrifiant, on avait joué un petit peu avec, et on l'a rebaptisé parce que je voulais plus entendre parler de vaginette. Joseph l'a rebaptisé. C'est pas ça. En fait, l'histoire, c'est que ça ressemblait à c'était censé être un anus, mais il y avait des lèvres. Et donc, du coup, c'était à la fois une chatte et un anus. Du coup, c'était un chatus. Voilà. D'accord, je comprends mieux. Voilà. On va partir dans la romantique dans quelques minutes. Mais là, on parle de chatus. Donc voilà, on veut ton avis, Titeuf, pour savoir comment est le chatus, si tu l'as essayé. J'espère que oui. Sinon, Anso, tu peux le fouetter dans la room jusqu'à la fin de cette émission. Nous aurons aussi Alexandra Desté, Flore, au téléphone avec nous. Tout à fait, qui est docteur en littérature et spécifique sur l'érotisme et les femmes. Et donc elle a étudié tout le XXe siècle la littérature érotique écrite par des écrivaines et qui écrivent du cul. Elle est autrice aussi. Elle a écrit Eros au féminin. Ouais, exactement. tout à fait. Qui est pareil, la continuité de son essai. On a hâte de la voir, ce sera en deuxième partie de cette émission. Il y aura les questions de Flore ce soir. Oui, et c'est sur les mythes qui entourent notre sexualité. Les mythes, c'est pas les animaux, hein, les... Non, mais j'ai hâte de jouer du coup. Tu vois, je commence là, Joseph. Je commence là. Ah ouais, là, j'ai une marge de progression. T'as pris le taureau par les cornes, quoi. C'était pas une vanne, quoi. Tu veux vraiment dépasser Joseph sur le terrain de l'humour qui va pas se laisser faire, je crois. Ouh, que non. Très bien. Voilà, en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On redit encore bonsoir à la roue, mais moi j'attends l'avis de Titeuf. C'était sympa, Benjamin, il était bien propre. Non, vous l'avez nettoyé, mais non. Non, on l'a pas nettoyé, bien sûr que non, on l'a pas nettoyé. Oh, dommage. Ah, dommage. Oh là là, c'est trop triste. Oh là là. On a nettoyé le chatus. Non, parce qu'il y avait du lubrifiant dessus et tout. Donc, c'était immonde. On dirait qu'il faisait sa petite cuisine là, dans cette espèce de vaginette. Il avait mis un godet dedans, c'était affreux. C'était affreux, c'était drôle avant tout. C'était drôle. Ça faisait un peu pataproute, tu sais, quand t'es petit et que tu... Bon, j'avais cette métaphore. Mais non, voilà. c'est bien. Mais je pense que tu vas vraiment dépasser Joseph, mais avant le mois de mars. Hein. Ouais. À ce rythme-là. J'arrête. Tu m'entends plus. Les femmes et le sexe dans la romantique. Virginie, je remonte ton livre qui date de 2013. Voilà, qui est ton travail de thèse. Pourquoi t'as une passion pour cette période? Comment ça t'est venu? Alors l'Antiquité, ça me plaisait beaucoup parce que j'ai des origines latines et je me disais que tout commençait là, quelque part, dans le monde gréco-romain, donc ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais comprendre comment s'était vraiment forgée la morale sexuelle féminine. Donc c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, ne serait-ce que parce que dans ma famille, on disait que le sexe était mal. Pourquoi? Donc voilà, il fallait que je comprenne et que je passe par la thèse. Un petit peu, voilà. Quoi, ouais. Donc si je vais gratter, mais je vais gratter à l'université, ça va être sympa. Et puis ça donne bonne conscience hein, quand on invite ses parents à sa soutenance de thèse pour parler de cul, ça peut être marrant. Puis face au directeur de thèse aussi, c'est très très marrant en général.
T'étais la seule à traiter de ce sujet-là ? Alors, on est très peu nombreux en France à traiter de ce genre de sujet et j'avais eu une discussion assez épique avec mon directeur de thèse sur justement la traduction de Kounous, donc, qui est le con, le sexe en français, sauf que dans les graffitis de Pompéi, quand on veut les traduire correctement, vu que c'est des insultes, la bonne traduction, ce serait chatte. Sauf que c'est absolument impossible à la Sorbonne. Tu peux pas sortir ça ? Ah non. Lucius lèche les chattes, non, ça à la Sorbonne, ça ne fonctionne pas. Donc je le fais parfois quand je suis sur scène, pour parler de mes travaux sur scène, ce qui arrive de temps en temps. Et je peux me laisser cette liberté, mais sinon on reste beaucoup plus scolaire, on va dire. D'accord, donc une passion pour le sexe et l'Antiquité. Ouais, voilà, c'est ça. Intellectualiser la sexualité, j'aime beaucoup. D'accord, et tu t'es penché après sur les clichés ou c'est venu assez rapidement ? C'est venu très rapidement, puisque finalement c'est une continuité logique. Une fois que j'avais vraiment compris comment s'était forgée la sexualité féminine, la morale, les clichés, on s'aperçoit qu'ils restent très présents dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, il y a un poète qui s'appelait Martial dans l'Antiquité qui disait « Je veux une Lucrèce le jour et une Laïs la nuit ». Donc Lucrèce, c'est l'image de la femme idéale, de l'épouse chaste, qui reste à la maison. Et Laïs, c'est un nom... Voilà, c'est ça, le nom archétypal de la putain. Et je me souviens une fois, je feuilletais Elle par accident, je le fais pas très souvent, je vous le dis. Et donc, c'est le coiffeur. Voilà, c'est ça. Non, c'était chez la manucure. Et donc, du coup, je vois comment être une princesse le jour et une salope la nuit. Et là, je me dis, effectivement, en 2000 ans, les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est ça, en fait. La femme et la putain, ça, on en parle assez régulièrement dans l'émission. Fleur, ça change pas, quoi. Ah non, la mère et la putain, c'est vraiment les deux faces indissociables de la femme. Et c'est ça qui est un petit peu pénible. Il faudrait réussir à en sortir. On a l'impression que c'est le socle de la sexualité aussi, non ? Tout à fait. Toi, la femme et la putain, c'est un truc, on en entend toujours parler, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose dont les femmes ont beaucoup de mal à se défaire. Et c'est un stéréotype d'ailleurs qu'on peut combattre de deux manières. C'est-à-dire soit, du point de vue de notre spectacle, on essaye vraiment d'aller vers l'égalité des hommes et des femmes, soit on cherche à le combattre du côté féminin, ou alors on souhaite le promouvoir aussi du côté masculin. Mais on se dit pourquoi pas. S'il peut y avoir quelque chose de bon qui peut ressortir de cette imagerie-là, appliquons-le également au côté masculin. On va parler de la masculinité aussi. Qu'est-ce qui définit un homme en 2019 ? Est-ce que ça évolue ? Tu auras sûrement, toi aussi, un avis, Virginie. On a posé la question sur les clichés dans la sexualité sur Instagram, parce qu'on parle régulièrement avec nos abonnés sur Instagram. Et on leur a demandé quels étaient les clichés sur la sexualité que vous entendez le plus. À ton avis, c'est quoi le cliché qu'on entend le plus sur la sexualité, Joseph ? Si je te pose la question. Mais cliché sur quoi ? La sexualité, en règle générale. Que ce soit féminin ou masculin ou... Les hommes ont plus envie que les femmes. Ah, c'est venu, ça aussi. Les hommes ont plus envie que les femmes. C'est le premier cliché qui me vient. La taille, ça compte. La taille, ça compte, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Vous en avez, vous, toi, un cliché qui... Ouais, un cliché qui m'a choqué, c'était des mecs qui disaient que les filles tatouées sont toutes des salopes. J'ai pas compris le rapport. Ah, on n'a pas eu celui-là. Ouais. Je sais pas, le côté un petit peu rebelle, un petit peu Hellfest. D'accord. Que j'entends souvent le besoin de sentiments pour la femme pour avoir une sexualité, par exemple. Un orgasme. Ce qui rejoint un peu ce que je disais. Oui, peut-être ça. Et puis alors dans le milieu gay, il y en a un qui m'énerve particulièrement, c'est l'amalgame qui est souvent fait entre actif-passif et dominant-dominé. Aussi, donc, mais ça, faut revenir aux Grecs, ceux qui ont tout inventé. Voilà. Je crois qu'il n'a pas fait des sondages là-dessus assez récemment d'ailleurs. La boucle est bouclée, quoi. En gros, on est passif, on est soumis, et on est actif, on est plutôt dominant, quoi. Ouais, exactement. Et toi, tu dis ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'il peut y avoir de tout, mais c'est assez intéressant parce que je pense que ça vient à la base d'une sexualité hétérosexuelle, en fait, et que juste le fait de pénétrer... On a quand même l'experte du pas du tout, quoi. Alors, oui et non. Alors, si on va du côté de la Grèce antique, pas vraiment, parce que finalement, en Grèce antique, les pratiques homophiles étaient tolérées dans une large mesure, dans la mesure où un homme assez âgé pouvait avoir des rapports sexuels avec un homme plus jeune, le fameux éphèbe. Et en fait, c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que l'homme plus mature va apporter une certaine expérience de la vie, des conseils au quotidien, c'est un peu le mentor, et en échange, l'autre se retourne et se penche. Le pédérastiqué. Voilà, c'est ça. Oui. C'est la fameuse pédérastie grecque. Oui. Par contre, chez les Romains, effectivement, là, on a une sexualité qui est totalement hétéronormée, avec le passif et l'actif, et donc l'actif est nécessairement le principe masculin, et le passif nécessairement le principe féminin, ce qui fait que chez les Romains, il n'y a pas de bisexualité, on se comporte comme un homme
ou une femme. Et quand on a un homme qui se fait pénétrer, on se comporte comme une femme. Et donc ce cliché-là apparaît dans l'Antiquité romaine. D'accord. Alors, pour ma part, n'étant pas un expert de l'histoire de la sexualité, malheureusement, d'ailleurs, je suis très content c'est pour ça que de Virginie l'apprendre, est là. exactement. De l'apprendre, je parlais plutôt de la justification qu'on utilise dans la société actuelle pour expliquer ce genre d'amalgame qu'on fait souvent. Et il y a une espèce de hiérarchisation un petit peu stupide qu'on peut trouver au sein, par exemple, de la communauté gay, qui s'excuse ou se justifie parfois par sa virilité de son homosexualité. Donc, se considérant supérieur, par exemple, parce qu'on est actif et parce qu'on reproduit le comportement qu'un homme hétérosexuel devrait avoir. Et on s'en sert pour justifier après un comportement dominant. C'est le propos que je voulais tenir. Voilà. On va rester dans l'homosexualité, dans les clichés sur Instagram que vous nous avez donnés. On ne peut aimer que le sexe anal que si l'on est bi ou gay. Voilà, ça, c'est un truc qui revient aussi ou une femme. Enfin... Oui, effectivement, c'est très réducteur. C'est un cliché, quoi, donc forcément, c'est réducteur. En gros, ça sous-entend que les femmes n'aiment pas ça de base. Oui, voilà, c'est ça, c'est que là... Faut forcément avoir une prostate, quoi. Oui. Là, oui. Toutes les filles sont bi aussi dans les clichés. Ah oui. Ça, on en a parlé. Ça, c'est la bisexualité de... féminine et naturelle. Ouais. T'as une référence pour ça ou pas ? Alors, ça, c'est beaucoup plus récent pour le coup, parce que dans l'Antiquité, c'était plutôt mal vu chez les Romains, en tous les cas, parce que comme la sexualité est phallocentrique chez les Romains, c'est-à-dire que tout passe par le pénis, deux filles qui font un truc ensemble, c'est forcément un truc dégueulasse. Ça veut dire que le clitoris se substitue au pénis. Ils n'avaient pas justement, ou alors c'est en Grèce, mais une tolérance pour les amours saphiques ? Tout à fait. Effectivement, en Grèce, il y a beaucoup plus de tolérance. Encore une fois, les fameux poèmes de la poétesse Sappho, qui effectivement était une professeure qui avait des relations avec tout un tas de jeunes filles de son école. Mais à Rome, le poète Ovide, qui a repris les mythes de Sappho, disait que au bout d'un moment, elle a eu un rapport sexuel avec un homme, elle a trouvé ça fantastique et elle a compris qu'elle avait fait l'erreur de la révélation. Voilà, c'était ça. La bite. Voilà. Et ça, c'est vraiment les Romains. La bite est au centre de tout. Il cazzo. Oui, Joseph. Il cazzo, comme ça, j'avais envie de dire bite en italien. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est tout, ça m'a fait plaisir. Je vous laisse. Non, très bien. On nous demande, est-ce que les Grecs étaient-ils tous homo ? C'est Vania69 qui... Non, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Mais alors, ce qui est vraiment dégueulasse chez les Grecs, c'est que deux hommes du même âge aient des rapports sexuels. Ça, c'est une perversion. Il faut toujours garder une différence d'âge chez les Grecs. Ça, d'accord. Ouais. Alors que maintenant, ce serait l'inverse. Ouais, un peu, oui, c'est vrai. Mais... Joseph. Moi, j'approuve, j'écoute, je m'instruis, j'écoute sagement. Allez, nouveau cliché, les hommes ont plus souvent besoin de sexe que les femmes. En gros, c'est les hommes qui sont demandeurs et les femmes qui, de temps en temps, veulent bien parce que... voilà. Pour garder leur mari, pour pas qu'il aille voir ailleurs. C'est ça. Après, t'as quand même quelques petits processus biologiques qui font qu'un homme, par exemple, a plus de testostérone. Et la testostérone, c'est clairement lié à ta libido. Même si on considère que les femmes, elles en ont moins, mais qu'elles ont des récepteurs qui sont plus sensibles à la testostérone, donc il y aurait peut-être une équité là-dessus. Un homme a quand même plus de libido dans le sens où il a plus envie de baiser avec n'importe quel partenaire sexuel. Et ça, c'est biologique. D'accord. Bon, c'est normal, Joseph, c'est bon. Le désir, le désir, pour quelqu'un en particulier, c'est des choses beaucoup plus complexes que juste la chimie interne. Mais ça s'explique un petit peu. Voilà. Ça veut dire que je suis anormal. Non, mais il y a plein d'autres choses qui jouent autour de ça, quoi. Mais... Comme par exemple... Non, j'allais dire un truc horrible. Non, dis. Continue. Non, j'allais parler de traumatisme d'enfance qui explique pourquoi je suis ce que je suis, tu vois. Voilà. On va passer à notre cliché. Les femmes ne sont pas mécaniques comme les hommes pour l'orgasme. En gros, pour faire jouer une femme, c'est plus dans la tête que ça se passe, quoi. Gros cliché. Alors, l'orgasme féminin est quand même assez compliqué, effectivement. Mais généralement, avec un bon sextoy, tout le monde y arrive. Avec du bon matos. Et quand on est bien équipé, ça marche, en fait. Puis il peut être plus difficile aussi parce qu'il est parfois un peu interne ou caché. Enfin, faut aller s'explorer. Alors que le mec, il a un truc qui sort, donc qui est visible, et il peut plus jouer avec quand t'es une petite fille. Donc c'est pour ça que c'est parfois un peu plus difficile. La fellation, c'est dégradant pour celui qui l'a fait. Non, mais c'est bon. C'est nourrissant, en tout cas. Ça, c'est un beau cliché qui a 2000 ans. Raconte, Virginie. Ouais, chez les Romains, effectivement. Donc, elle va sortir le mot que vous avez tous appris, qui est...
L'irrumation. Bah oui, Exactement. l'irrumation. C'est vrai, Bah, l'irrumation. oui, l'irrumation. On l'a à chaque... C'est vrai. Moi, quand mon grand-père est mort, on l'a irrumé. c'est tout à fait normal. Il a fait la même vanne. Oui, je sais, tout à fait. Mais tu sais quoi, j'ai même pas fait exprès. Benjamin, il rigole. Bah, c'était un peu froid parce que ça faisait 3 jours. Hein. Mais, On peut faire tout le temps les mêmes. c'est- Il est mort. c'est une tradition familiale. Mais non, mais tu sais quoi, j'avais oublié. C'est juste le mot qui provoque ça chez moi. Tu sais Pardon, quoi, excuse. Joseph, en 2019, il est éco-responsable, il recycle ses Oui, vannes. oui, Voilà. oui, parce que le taux carbone de mes vannes sont très élevés. Voilà. Voilà. Il y a un impact carbone extrêmement élevé. Rien que quand j'ouvre la bouche, tu sais, moi, c'est. Gros voilà. impact. Gros impact carbone. Et bon, moi, je rigolerais Heureusement que toujours. c'est en dry January. Hein. C'est Ouais, vraiment que, intéressant. voilà, que je suis loin de vous parce que voilà, il y a beaucoup de méthane qui sort. Quoi. Mais non, mais t'as pas le droit. Non, putain. pardon, excusez-moi. Joseph. Excusez-moi. Joseph, Ouais, t'as- oublions. Virginie, alors l'irrumation. Alors, Qu'est-ce donc déjà l'irrumation pour ceux qui nous découvrent ce soir dans Alors, cette émission l'irrumation, littéralement, c'est baiser la bouche. Donc, c'est se comporter avec une bouche comme avec un vagin, littéralement, pour avoir l'image bien en tête. Passif, quoi. Voilà, une fellation passive. Exactement. Et donc, chez les Romains, effectivement, la fellation, c'est quelque chose de dégradant dans la mesure où la bouche est un organe social. Donc, un organe qui sert à communiquer avec les autres, à manger aussi. Raconter des conneries pour Joseph, par Voilà. exemple. C'est social, quoi. C'est social, Mm. mais littéralement, ça n'a pas à toucher un sexe. Donc, la personne qui va faire une fellation souille sa bouche. Donc, forcément, c'est une pratique qui est réservée à des personnes de rang inférieur au sens social. Donc, on ne demandera pas ça à son épouse, bien évidemment. Alors, on a un sacré tordu à Rome. Et on va demander ça aux prostituées ou éventuellement à ses esclaves. Et le parallèle avec le cunilingus, est-ce que tu peux nous l'expliquer aussi? Les hommes ne pratiquent pas le cunilingus? Alors, il y en avait forcément qui le faisaient en secret, mais ça, c'était vraiment une grosse perversion pour les Romains, parce qu'effectivement, le sexe féminin est considéré comme quelque chose de particulièrement sale dans l'Antiquité romaine, et de fait, un homme n'a pas à unir sa bouche au sexe d'une femme, puisque c'est l'organe qui va lui servir à parler de la citoyenneté, à parler des lois, à défendre Rome, donc c'est vraiment dégoûtant dans l'esprit des Romains, et quand on veut insulter un homme, eh ben, on dit qu'il pratique le cunilingus, et sur les murs de Pompéi, on va trouver tout un tas de graffitis qui dit « un tel lèche les chattes », et effectivement, c'est C'est génial. Toujours d'actualité à Naples. Hein. Tu parles de Pompéi, être lécheur de chatte à Naples, c'est 2018 toujours. Hein. Je ferai attention la prochaine fois que j'irai à Pompéi. Mais Ouais. effectivement, à Pompéi, il y a un graffiti qui, moi, me fait crever de rire, qui se trouve dans la salle arrière d'une boulangerie. Donc là où il y a les meules, hein, là où on fait les sacs de farine. Il n'y a pas encore de blague de cul. Là. Je l'anticipe, Laval. Et donc, quelqu'un a graffité « Maritimus lèche les chattes pour 2 as », donc comme s'il faisait 2 euros, et il admet les vierges pour 4 as. Et il y a des chercheuses américaines qui se sont dit « Mais c'est génial, ça veut dire qu'à Pompéi, il y avait une prostitution pour les femmes ». Et là, on se dit « Les Américaines n'ont vraiment rien compris » parce que déjà... tu vas acheter un morceau de pain, une miche de pain, déjà qu'est-ce que tu vas faire dans l'arrière-salle, et surtout qui achète un cunilingus dans une boulangerie, ni vous Flore, ni vous Benjamin, enfin bon, vous, Oui, c'est et pas puis se possible. dire génial, il y avait de la Voilà. prostitution, c'est un peu limite, hein, dis donc les Américains, super, il y avait des putes. Non mais franchement. Donc voilà, c'est bien une insulte effectivement. Finalement, on est bien à notre époque, nous dit Fab28. Il y a Louvrette qui demande: les esclaves étaient-ils obligés de coucher avec leur maître? Alors, selon le philosophe Sénèque, c'est pas bien d'obliger ses esclaves à avoir des rapports sexuels s'ils n'ont pas envie. Pas bien. Oh, c'est pas bien, Pas bien. c'est pas bien. Tu traverses pas quand le bonhomme est rouge, hein. C'est pas bien. Mais Dis merci à la dame. c'est pas parce que c'était pas bien qu'il fallait pas le faire. Donc si on a envie d'avoir des rapports sexuels avec ses esclaves, personne ne peut vous en empêcher puisque ce sont vos objets. Par contre, vous n'allez pas aller coucher avec les esclaves du voisin sans demander l'autorisation. Vous n'allez pas utiliser la voiture du voisin sans votre autorisation. C'est un peu la même chose. Et les Romains avaient aussi des esclaves très particuliers qui s'appellent les pueri delicati, les enfants délicats. Donc c'était des jeunes garçons qu'on achetait à l'âge d'environ 10 ans, qui servaient aux réjouissances sexuelles du maître qui avait ce type de pratique. Et dès lors qu'ils étaient pubères, ils étaient affranchis avec un joli petit pactole. Donc pour eux, c'était pas de la pédophilie, hein, parce que ça n'existe pas On dans leur comprend tête. pourquoi Rome est devenue le siège du catholicisme. Ah oui. Oh putain. Non, mais je suis obligé de voir un lien, je suis désolé, c'est historique. Hein,
C'est une étude sérieuse là qu'on est en train de faire. Les faits, rien que les faits. Hein, non, les faits, rien que les faits, c'est tout, point barre. Quoi. Je crois qu'il y a le cardinal Barbarin qui est en procès en ce moment. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Très joli nom, Barbarin. Ouais. Ça lui va comme un gant. Ah, comme un gant. Magnifique. Il y a d'autres choses qui lui allaient comme un gant, mais non, parlons pas. C'était des petites tailles. Oh non, Virginie. Les clichés. Vous les femmes, vous n'avez pas besoin d'être excitées pour baiser. Nous, on doit bander. C'est un garçon qui nous disait ça. Joseph. Alors ça, c'est génial, ça. C'est tout le contraire. Non ? Enfin, je sais pas. C'est très bizarre de dire ça. On est dans les clichés, Joseph. Bah, non. Ouais, mais... oui, non, mais... Pénétrer, il faut bander. Mais oui. Voilà. Oui, mais pour pénétrer, il faut quand même qu'il y ait un peu de, liquide séminal, c'est ça non, ou même de l'autre côté, un peu de cyprine. Voilà, je cherchais le mot. De consentement. Le consentement. Non, alors moi, pour moi, consentement, c'est cyprine. Mon Dieu. Oui, voilà, enfin, exactement. Enfin, bon, bref, continuez, je m'embarrasse moi-même. Non, c'est bien. Et enfin, le dernier, toutes les femmes aiment les fessées. Ah oui. Bah, ça, c'est pas un cliché, c'est la base. Je suis d'accord avec Flore. Merci Virginie. Ah bah alors, figurez-vous que j'ai failli aller en tôle à cause de ça. Non, pas du tout. Non, j'en ai rencontré qui n'aimait pas. Qui n'aime pas. Je te jure, j'en ai rencontré qui n'aimait pas. Bon. Ouais, et c'est très bizarre de faire un... Enfin, non. De faire des choses avec quelqu'un qui ne veut pas, oui. Tu sais, comme ça, où tu te dis justement, oh, mais tout le monde aime, là, le regard que tu te prends derrière, ouh, lolo. Non, faut demander. Parce qu'il ne faut pas insulter en même temps. En même temps, si tu lui mets une fourchette dans les yeux, c'est sûr. Hein. Tu vas aimer, t'inquiète. Ouais. Non, c'était... Enfin, bon, bref, non, Voilà, faut demander, faut toujours demander. Ça stimule l'afflux sanguin. Non, mais c'est très bon pour la peau. C'est très bien, les fessées. Bon. On va demander dans la room, est-ce que vous aimez toutes les fessées, les filles, parce que moi, je pensais que c'était un cliché, et bien apparemment, on découvre, tu vois... Thomas découvre aussi avec moi. C'est pas un cliché. Voilà. Mais t'aimes bien les fessées ? Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir. T'aimes bien ça ? Tout le monde aime ça ? De quoi ? Faire ou recevoir une fessée ? Bah, recevoir une fessée. Moi ? Oui. Non. T'as des petites dessus. Non. Joseph, t'aimes bien te faire fesser ? Écoute, ça m'est pas arrivé depuis le CP. J'avais mon cahier vert, tu te rappelles du cahier vert ? Il était dégueulasse, j'avais mis mon buvard, enfin c'était un truc horrible. Je me suis pris une fessée devant toute la classe, j'ai pas aimé. T'as pris cher ? Ouais, j'ai pris cher. Non, je dois avouer que j'ai pas aimé. Mais c'était le côté humiliation devant tout le monde. Peut-être que justement ça m'a marqué, que justement il faudrait que je fasse quelque chose. T'as marqué la fessée ? Rousseau a écrit un livre dessus, tu sais. Ouais, je pense. De toute façon, là sur le... Ouais. On peut faire 3 heures. Hein. Ouais, Rousseau aimait beaucoup ça. Hein. Ouais, mais fallait la tenue de religieuse. Hein. Un peu plus... Thomas l'a fessée ? Tout dépend comment elle est administrée et par qui. Forcément. Voilà. On est en France, ça dépend qui administre. Hein, ça, ouais. L'administration est très importante pour la très fessée. importante. Absolument. Non, mais je pense comme énormément de pratiques, la notion de comment c'est amené et de consentement est cruciale. Donc, non, mais ça allait sans dire, Virginie. Voilà, on était d'accord. Oui, non, mais du coup. Pas dire que j'accepte des fessées de n'importe qui. Voilà. Oui, enfin, déjà, quand on est dans une chambre, a priori. Ça fait partie des pratiques qui peuvent être tout à fait plaisantes. C'est qu'on est consentant, quoi. Bon, on a quand même ça une dépend. fessée en Non, face. on peut se retrouver dans une chambre avec quelqu'un en étant consentant pour un certain nombre de choses et puis. Et puis il y a Joseph qui arrive et qui. qui dit bon. Mais si tu vas aimer, Ouais. Tu vas aimer. Et là, je sors un Sprite. Je suis sûr que tu vas aimer le Sprite. Des fessées avec le plus grand plaisir. Tout le monde, voilà, ils sont tous team fessées. Voilà. Non, mais c'est genré la fessée, Flore. C'était ça le cliché. Ah, c'est peut-être. En fait, il faudrait dire que les hommes n'aiment pas la fessée. C'est ça le cliché. Ça serait le cliché. Alors qu'en fait, en vrai, ils adorent ça. Ah, d'accord. Ok. Sauf toi. Bah, je sais pas. J'ai jamais été amené à. Bah voilà. Tu vois, on peut en parler. Les filles ne font pas assez de fessées et ça, à mon avis, c'est pas un cliché. Ah, mais les filles ne font pas de fessées. Fessées. Bah, certaines filles ne font pas de fessées. Si dans le milieu BDSM ça se fait, mais c'est vrai qu'en dehors, sinon ça reste une pratique assez genrée, c'est vrai. C'est genré, puis c'est un peu folklorique. Ouais, c'est pour rigoler quoi. Ouais, c'est genre, tiens, je me suis déjà fait fouetter. Allez, dada, tu vois, un truc comme ça, ouais, effectivement. Non. C'est pas sérieux, quoi. Non, mais c'est pour lui donner le rythme, tu vois, quoi. Moi, je me suis déjà fait fouetter. Ouais. Ou en contre. Oh, tu t'es déjà fait quoi ? Fouetter. Ah, alors en romantique. Avec les esclaves. À part pour les esclaves. Est-ce qu'il y avait du BDSM aussi dans le romantique ? C'est une question qu'on m'a souvent posée, mais il n'y a aucune trace de BDSM dans l'Antiquité, dans les textes. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'est eux qui ont tout inventé quand même, les mecs. Mais en fait, moi, la seule scène qui pourrait s'approcher du BDSM, mais ça n'en est pas parce que c'est une vraie scène de torture, c'est le cas d'un homme qui a une panne d'érection, donc c'est dans les Satyricon de Pétrone, et pour le punir, sa copine va le confier aux mains de 2
d'horribles nanas qui vont le torturer sexuellement. À prendre cher, quoi. Voilà, ils le fouettaient avec des orties, le sodomisaient avec un god enduit de graines d'ortie. C'est clairement du BDSM. Alors non, parce que le mec est pas consentant, donc c'est de la torture. C'est du viol, ouais. Mais voilà. Mais ça décrit la même chose. Putain, fallait bander en romantique, hein. Wow. Et ben oui, dans l'Antiquité, il fallait être un vrai mec. Donc tu buvais pas le coup en trop, quoi. Tu dis, j'ai assez bu, c'est bon. non, ton shot de vodka, tu le gardes sans façon. C'est le seul cas où la femme a le droit de coller une honte publique à son mec, c'est quand il a une panne d'érection. Ouais. Ah, oh putain, la vache, je sortirais pas de chez moi en romantique. En termes de clichés, quoi. En termes de... Ah oui, totalement. C'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai perdu Virginie avec le coup des orties, quoi. Ça m'a... Mais ça, c'est très pratiqué, refroidi. les orties dans le milieu BDSM. Justement, on parlait d'afflux sanguin, et l'érection n'est rien d'autre qu'un afflux sanguin, ma foi, et les orties, je crois que ça aide, non? Hein, peut-être. C'est un peu violent quand c'est même. Une brûlure. Mais non, Ouais. les orties, c'est juste une brûlure sur la peau, ça brûle un peu. Non, ça fait Ça met des poils ça aide à la circulation du sang vachement. Il y a des gens qui se font des bains d'ortie pour ça. Ah oui, t'as raison. Ouais, tout à fait. Ok. Mhm. C'est vrai. On apprend tous les jours et c'est ça qui est intéressant dans cette émission. On aime bien. Donc BDSM, pas vraiment, mais bon. Et oui, Jamy. Non, pas vraiment. Et oui, jamais. Pas vraiment dans l'Antiquité. Oui, non. mais ils ont ce côté dominant-dominé de toute façon de Totalement. base, donc c'est les rapports de pouvoir, donc ça rentre dans le BDSM. Voilà, les gens. Alors, il y a quelqu'un qui est pas très gentil dans la room qui nous a dit voilà, c'est comme la Macronie sur Wild, vous répondez pas dans la room. Mais bien sûr que si on vous répond. Voilà, sinon. Parle avec les gens. Je parle avec les gens, mais. Tu parles qu'avec ceux qui gueulent et qui se plaignent, mais parle avec ceux qui. Il y a Anso qui parle avec eux dans la room. Dis que c'est pas bien, on n'a pas le droit de dire ça, Anso. Ah, voilà, on dit que c'est Alors, bien. la comparaison avec la Macronie, alors, on n'a pas été élu, cher ami. Tu vois, il n'y a pas eu des législatives derrière qu'on a gagné. Il y a 2 ans et demi, on a fait un putsch. On appelle ça une dictature. On appelle ça une dictature, et puis sinon, il y a plein d'autres choses à regarder. Il y a le câble et tout, il y a plein de trucs. La fessée dans la levrette, bah ouais, évidemment. La fessée dans le métro, bah non, on n'a pas trop envie. Voilà. Ah non, dans le métro, non, on évite. Voilà, on n'aime pas trop ça. C'était quoi le plus grand kiff sexuel à l'époque, Virginie? Le plus grand kiff sexuel des Romains, ça dépend. Alors, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est Sénèque, le philosophe, qui en parle. Il parle d'un mec qui avait tapissé sa chambre de miroirs et qui en avait mis au plafond pour se regarder baiser, et tout le monde trouvait ça absolument scandaleux. C'est génial. Alors, ils peuvent baiser avec des enfants et tout, il n'y a aucun problème. Ouais. Et le mec, il met un miroir sur Exactement, le plafond. c'est un pervers. C'est un gros ouf, quoi. D'accord. Ouais, donc les normes ont un petit peu changé. De ce côté-là, oui. Ouais. Et sinon? Les gros kiffs, sinon il y a les grosses parties fines organisées par les empereurs. Donc par exemple, voilà, l'empereur Néron, qui était très connu pour ça, faisait des soirées un petit peu folkloriques où ils se déguisaient en animaux, ils se jetaient les uns sur les autres. Alors les historiens ont voulu y voir des espèces de symboles cultuels, où en fait non, c'était pas des partouzes, c'était des cérémonies. Non, en fait c'était une partouze, il y a un moment, faut se dire la vérité aussi. Mais ouais, je pense que c'est ça les gros kiffs des gens très riches, finalement, c'est assez proche des gros kiffs des gens riches aujourd'hui. Parce qu'il y a une image d'Épinal quand on passe à la romantique, c'est les grosses orgies. Est-ce que c'était vraiment le cas? Et ben, les grosses orgies, à la base, ce sont des fêtes en l'honneur de Dionysos, qui étaient ultra codifiées, qui étaient des cérémonies religieuses, et après, c'est devenu des sortes de parties fines, mais ça n'a rien à voir avec les péplums hollywoodiens qu'on imagine aujourd'hui. C'est ça qu'on a trop ça en tête, Joseph, quand on pense à... Carrément. Bacchanales Moi, je aussi, pense au film Caligula, qui montre pas mal Ah ça. oui. Mais bon, il Caligula, est c'est du atroce. délire total. Ah ouais. Des petites orgies panthéonistes, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça a l'air pas mal. Et est-ce que c'était vraiment différent selon les classes aussi? Parce que c'est vrai j'imagine qu'on a gardé une trace de la sexualité historique plutôt pour les empereurs et ce milieu-là, mais qu'en était-il des classes plus populaires? Alors, on a des explications aussi, par exemple, de la sexualité des gens qui vivent dans les domaines rustiques, à la campagne, de grands propriétaires. Et donc, c'était des gens qui vivaient en petits villages, littéralement. Donc, on donne des indications pour les marier. Donc, par exemple, le berger, on va lui trouver une nana pas trop moche, mais pas trop belle non plus, parce qu'il faut qu'il ait envie de lui faire des enfants pour rester dans le domaine, mais il ne faut pas qu'il ait envie de la baiser tout le temps, parce que sinon il ne va pas bosser. Donc, il y a ce genre d'indications C'est stratégique, ouais. qui existent vraiment dans comment entretenir ses esclaves, en gros, des véritables manuels qui expliquent comment gérer ces gens de maison. Donc il n'y avait pas vraiment de mélange comme on peut l'entendre, même si c'est pas vraiment vrai dans le libertinage contemporain. C'est que peu importe ton niveau social,
tout le monde se mélange. Non. Bah non, quand tu fais des grosses orgies, tu baisses contre riches. Soi. Oui, et même les prostituées, le citoyen qui n'a pas beaucoup d'argent va prendre une prostituée pas chère. La personne qui aura beaucoup d'argent va prendre des courtisanes qui coûtent des milliers mais de ça, c'est comme en France. voilà. Ça la nuit. C'est comme au bois de Boulogne et une escorte, quoi. C'est ça, c'est la même chose. Ça n'a pas changé, quoi. Ça, Joseph ? Il acquiesce comme ça, il acquiesce. Oui, j'écoute sagement. Les gens adorent les miroirs, c'est génial de partout. Voilà. Mais même technologiquement, je me disais, mais ils ont inventé les miroirs, déjà c'est pas mal. Et il arrive à en tapisser partout dans sa chambre, au-dessus de son lit, ça doit être hyper dangereux parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Non, mais j'étais. Oui, c'est des plaques de métal poli, donc effectivement c'est assez lourd, mais bon, ils arrivaient à se débrouiller. T'as un peu de pâte à fixe, tu vois, à l'époque. Bien tu sûr. t'embêtais pas, hein. D'accord, ok. Une grosse perversion, Virginie. Moi, j'ai envie de tout savoir ce soir. Une grosse perversion des Romains ? Ouais. Celle qui nous dérangerait le plus, ce serait la pédophilie, donc les pueri delicati dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui est dérangeant ? Il y a une petite anecdote. En fait, ce qui est gênant pour les Romains, c'est l'excès. Les Romains aiment qu'on ait une vie bien rangée, donc les prostituées, c'est autorisé, mais y aller tout le temps, il en est hors de question. Et il y a une petite histoire comme ça qui circule dans les livres sur l'Antiquité, où Caton, qui était un mec assez austère, je crois qu'on le voit dans la série Rome d'ailleurs, il était habillé jamais comme les autres, il est hyper chiant dans la série, c'était un peu le cas dans la réalité. Et donc Caton croise un jeune homme de bonne famille qui sort du bordel, donc le jeune homme est penaud, et puis Caton lui dit « Ah, c'est bien, plutôt que d'aller dévoyer des jeunes filles ou des femmes mariées, tu vas au bordel, c'est normal, c'est de ton âge, machin. » Alors le jeune homme est tout content, il rentre chez lui, quelques soirs plus tard, il recroise Caton à la sortie du bordel, et donc là il va saluer Caton tout content en se disant que ça va bien se passer, et là Caton lui hurle dessus en te disant « Oui, je t'ai dit que c'est bien d'aller au bordel de temps en temps, mais pas d'y habiter. » Donc Catin, ça va bien de Caton. Pas tout à fait. Dommage, bien tenté, Joseph. J'ai tenté. C'était bien tenté. J'adore faire mon linguiste comme ça. Voilà. Tu t'es planté. Joseph, on va appeler Alexandra. C'est annulé. C'est annulé, d'accord, elle a annulé, très bien, voilà. Très bien. Elle devait être avec nous parce qu'elle a écrit un bouquin, elle est autrice j'ai envie de dire autrice, moi, cette année aussi. Oui, tu peux dire autrice. C'est une volonté. Auteur. Eros au féminin, elle devait être avec nous par téléphone. Oui. C'est pas grave, on parlera de son ouvrage sur les réseaux sociaux et on fera un petit article. Anne-Solène s'en occupera. Anne-So. Voilà, on fait des bisous à Alexandra. On parlait de masculinité au tout début de cette émission avec toi, Thomas, dans ton spectacle. Qu'est-ce qui définit un mec et t'as 2 heures pour répondre à cette question. C'est à peu près la durée du spectacle. C'est ça. En 2019, puisque c'est un peu le thème de ton spectacle. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est la question qu'on s'est posée au départ. Et que la plupart des journalistes auxquels j'ai eu affaire m'ont posé également. Et d'ailleurs, leurs questions ont permis nous a permis de monter le spectacle assez indirectement. Parce qu'on s'est dit, tiens, si on se pose cette question-là, comment est-ce qu'on peut y répondre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va affecter des adjectifs à un genre ? Et on est arrivé souvent à me demander de définir en quelques mots la virilité, notamment. Alors, il y a une distinction entre la masculinité et la virilité, masculinité, ça va être juste une question de genre. La virilité, c'est déjà d'affecter des caractéristiques à un genre. Plus que des caractéristiques, d'ailleurs, on va parler de qualité, ce qui est un mot qui est un peu plus dérangeant. Et donc, on a un spectacle d'à peu près 2 heures, comme ça, on va essayer de répondre à cette question. Et puis, la seule réponse qu'on a trouvée, à la fin, c'était que on s'en fout. D'accord, ok. Alors, désolé, je vous vends un peu la mèche, mais parce que dès qu'on tente de répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on va essayer d'affecter un adjectif sur un des 2 genres, on va juste mettre quelque part une ligne de discrimination et on va toujours trouver des contre-exemples qui ne trouveront aucune justification. Donc chacun met ce qu'il veut dans la masculinité et c'est comme dans les bars à salade où tu prends ta salade et tu mets tes toppings en fait. C'est-à-dire qu'il faut que la réponse puisse survivre à la question pourquoi. Et il y a peu de réponses qui y survivent finalement. Alors oui, ce n'est pas pour nier l'existence du genre. Chacun peut choisir un genre qui lui semble compatible avec qui il ou elle est. Chacun se définit comme... Voilà, chacun peut se définir. Ce n'est pas du tout pour nier cette existence-là. En revanche, d'avoir des attentes en termes de caractéristiques et encore pire en termes de qualité et de défauts sur chacun des 2 genres, ça c'est quelque chose qui a très très vite ses limites, et c'est ce dont on s'est rendu compte très vite en construisant le spectacle finalement.
Et c'est une démarche qui est assez longue, que moi-même j'ai fait assez récemment, d'ailleurs, de déconstruction sur l'idée qu'on se fait d'un genre, parce qu'elle est ancrée très, très, très profondément en chacun d'entre nous. C'est très confortable de se dire, ah ben voilà, j'ai devant moi une femme ou j'ai devant moi un homme, donc j'ai un certain nombre de caractéristiques auxquelles je peux m'attendre qui vont dicter le comportement que je vais avoir avec cette personne-là. Et finalement, quand on se pose la question pourquoi, eh bien, à moins d'entrer dans des considérations qui sont purement connectées avec les caractéristiques génétiques, biologiques ou les organes génitaux, qui sont des différences qu'il faut respecter et prendre en compte. Qui sont purement physiques. Qui sont purement physiques, voilà, qu'il est important de prendre en compte et de respecter. Le reste est très caduc, finalement. Tu t'es toujours posé ces questions-là ou c'est venu de manière très actuelle avec la société qui évolue et qui pose beaucoup ces questions-là sur la table? Alors, je pense que je me suis posé ces questions-là en d'autres termes, dans mon développement personnel. Je pense que, étant homosexuel, toute l'adolescence, avec le processus de coming out, tout ça, on va en parler en termes d'homophobie, de discrimination LGBT, et puis de se dire, tiens, mais en tant qu'homosexuel, pourquoi est-ce qu'on m'insulte avec des qualificatifs féminins? C'est-à-dire... Est-ce que c'est une insulte pour un homme de se faire traiter de femme, d'avoir des qualités ou des caractéristiques qui sont d'habitude attribuées à des femmes? Et donc par ce questionnement-là, au bout d'un moment, on remonte un petit peu et on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui dérange vraiment les gens? Et c'est tout simplement le fait de sortir justement de cette frontière-là qu'on met entre les deux genres. Et en continuant à creuser là-dedans, on se rend assez vite compte que finalement, les stéréotypes de genre en général sont utilisés pour légitimer après une large gamme de discriminations. Ça peut être la première, par exemple, c'est le sexisme. Par exemple, c'est-à-dire on va se servir de caractéristiques qu'on attribue en général aux femmes pour légitimer des discriminations en disant par exemple, bah oui, mais la femme en général, elle est plutôt comme ci, comme ça. Je sais pas, par exemple, quand on parle des postes de responsabilité ou des salaires, on va dire une femme va avoir un instinct maternel plus fort qui va la pousser à avoir des enfants et donc à interrompre sa carrière, ou une femme va avoir une empathie supérieure et donc, dans les faits, on va essayer de légitimer comme ça des discriminations. Et ça part du stéréotype de genre. Dans certains pays, c'est conduire des voitures. Hein. Par exemple, oui, voilà, c'est vrai que... Ça prend différentes formes, en tout cas... On est à différents niveaux de déconstruction selon les pays et les époques, bien sûr. Toi, dans ton histoire, tu as planté des drapeaux comme ça de manière inconsciente pour élever cette réflexion-là qui t'amène aujourd'hui à faire ce spectacle. En gros, c'est ça. Voilà, et au fur et à mesure que je répondais à cette question, que je plantais mes drapeaux peut-être un petit peu plus loin, je me disais, mais finalement, si je continue à planter mes drapeaux, je ne répondrai pas à ma question. Et c'est juste de se dire, ok, il y a des individus qui se définissent comme ils le souhaitent et qui doivent se respecter en tant que tels. Donc ça, c'est un processus qui est assez long, qu'on essaye d'expliquer petit à petit avec un cheminement pendant le spectacle. Mais la conclusion, et pour répondre à ta question sans y répondre d'ailleurs, voilà la réflexion qu'on a. Parce qu'il n'y avait pas forcément de réponse, ouais. Ben voilà, qu'est-ce que c'est la masculinité? C'est tout ce que vous voulez. C'est-à-dire à partir du moment où vous décidez, où vous vous sentez appartenant au genre masculin, qu'est-ce que ça implique d'autre finalement que votre biologie ou votre définition personnelle? Parce que parfois c'est au-delà de la biologie d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est tout ce que vous voulez. Virginie, il y avait ce type de questionnement en romantique? Donc comme je vous disais tout à l'heure, dans l'Antiquité romaine, tout est très binaire. Le genre doit être en adéquation avec le sexe biologique. Donc dans la tête des Romains, c'est très clair. Et soit vous agissez comme un homme, soit vous agissez comme une femme. Et c'est vraiment là que remontent nos comportements encore aujourd'hui sur qu'est-ce que le genre féminin, qu'est-ce que le genre masculin, et quelles sont les fameuses caractéristiques qu'on y accole. Donc l'homme, le citoyen, pas l'homme, le citoyen, donc celui qui est né libre, lui doit se comporter de manière virile. D'ailleurs, vir en latin, ça veut dire homme, et virtus, qui vient du même mot, signifie la vertu. Donc la vertu est nécessairement quelque chose de masculin. Ça qui est beau avec l'étymologie. Et donc du coup, l'homme, c'est un dominant social. Donc quand on dit que l'homme est dominant, dans ma thèse, c'est ce que j'ai théorisé, le fameux dominant pénétrant, il est dominant socialement parce qu'il est au-dessus dans l'échelle sociale, et donc il pénètre les autres qui lui sont inférieurs. Donc ça, c'est le comportement viril. Et à côté de ça, il y a tout un panel de comportements qui sont une certaine autorité, une sévérité, une gravité, un sens de la justice. Être viril
au sens romain et encore avec les préjugés que nous avons aujourd'hui, comme l'a montré Olivier Gazalet dans son livre sur la masculinité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais que c'est plus difficile d'être un homme que d'être une femme. Parce que je pense que c'est vous, messieurs, qui vous posez peut-être plus de questions. En 2019 ? Ouais. Sur qu'est-ce que la masculinité, alors qu'être une femme, finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression, ou alors peut-être que je vis dans un petit cocon, que c'est quand même relativement facile parce qu'il suffit de prendre conscience que tout est possible et il suffit d'y aller. Non mais nous, je pense qu'on a surtout un champ des possibles qui est énorme. Tu le vois sur plein de trucs. Tu le vois par exemple quand tu rentres dans un magasin de fringues. Nous, on a 3000 fringues, on peut mettre des jogging, on peut être working girl, on peut être princesse, on fait ce qu'on veut. Vous avez des t-shirts, des jeans... Voilà, peut-être des chemises, les jours où il faut bien s'habiller, mais vous n'avez pas un choix énorme, coupe de cheveux, vous n'avez pas un choix énorme. Alors, c'est vrai pour un certain nombre d'exemples qui... Et c'est très vrai. En revanche, je ne vais surtout pas aller vers le côté pleurnicheur sur la condition masculine, c'est-à-dire étant donné qu'en 2019, les hommes restent le genre socialement privilégié en général, je ne veux surtout pas basculer dans le... On va pas chialer, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire tant que toutes les discriminations sexistes et les autres qui en découlent, c'est-à-dire contre les LGBT, n'auront pas été complètement... supprimé, on ne pourra pas, en tant qu'homme, commencer à pleurnicher sur « Oh mon Dieu, quelle crise personnelle je travaille ». Alors, c'est important aussi de libérer l'homme pour qu'il puisse être de toutes les manières possibles. Oui, la virilité, ça peut être un carcan, quelle que soit d'ailleurs l'orientation sexuelle, parce que souvent le mélange, on mixe assez vite les hommes efféminés avec nécessairement une homosexualité. C'est pas le cas. Il y a beaucoup d'hommes hétérosexuels qui se sentent jugés par leur père parce qu'ils vont avoir différents degrés de masculinité ou de féminité. Mais donc oui, c'est libérateur du côté masculin, mais le principal cause, c'est quand même de lutter contre les discriminations. Le reste viendra bien assez. Et le reste viendra après, mais clairement, le pleurnichage sur la masculinité, c'est... Pour moi, il a aucune légitimité tant qu'on n'aura pas ah ouais, Joseph, l'égalité. Moi, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, c'est dur, c'est dur, c'est très dur. Des souffrances, on prend mon pain au chocolat. C'est dur, Jean-François Copé, tout ça. C'est très difficile. Bah, quand t'as comme homme blanc Jean-François Copé, par exemple, ça te fait te sentir mal. Tu fais merde, je suis comme lui, quoi. On a Nadine Morano, en plus. Papa, quoi. Non, papa. oui, c'est vrai que Nadine Morano, c'est pas mal, oui, effectivement. Viens, approche-toi, Joseph, je vais te caresser la prostate. Je vais te faire des papouilles de prostate. Ça va non, mais cela étant dit, je pense que vu que l'un se définit un peu par rapport à l'autre, quand il y en a un qui est bouleversé, ça bouleverse l'autre aussi, non, un peu. Tout à fait, non. Puis ce qui est un peu difficile, entre guillemets, pour certains hommes, c'est que oui, on est en train de remettre en cause des privilèges injustifiés dont certains hommes profitent depuis belle lurette. Mais quoi comme privilège aujourd'hui ? Tous les salaires, peut-être. Par exemple, je sais pas, le salaire. Mais il y a des études qui ont été faites récemment justement pour prouver que les femmes, alors ça c'est plus peut-être un problème éducationnel, ont beaucoup plus de mal à négocier de hauts salaires que les hommes. Oui. Et là je pense que c'est plus lié à l'éducation. En fait, tu as deux problèmes. Tu as aussi à moins de 30 ans, tu as une égalité salariale et c'est à plus de 30 ans que... Bon, mais après, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a peut-être aussi, on sait pas, un peu de culture qui fait que... il y a plusieurs facteurs en effet qui jouent. Et... Ce qui est difficile avec les stéréotypes de genre, c'est que les victimes également les assimilent. C'est-à-dire il y a beaucoup de femmes aussi qui se sentent moins légitimes que certains hommes à négocier le salaire. C'est ça le problème. C'est qu'il y a plusieurs facteurs, mais on ne peut pas juste dire... mais ça ne justifie pas non plus la discrimination. Ouais. Non, mais c'est comme les études scientifiques, où tu vas dans une maths spé, c'est 34 mecs avec 3 meufs. Et parce qu'il y a des études qui montrent qu'elles ne se sentent pas légitimes à devenir ingénieur, tout ça et tout. Et je pense que c'est vraiment un problème d'éducation. Oui, complètement. On n'ouvre pas la possibilité. Si je pense que nous, notre génération le fait, et même moi, je veux dire, qui ai vécu dans une famille latine, de banlieue chaude, on m'a jamais appris que j'étais inférieure à un homme, en fait. Par exemple, moi, quand j'avais 7 ans, je voulais être écrivain, je voulais être auteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis auteur, je ne suis pas autrice, parce que j'ai jamais considéré qu'avoir des ovaires pouvait m'empêcher d'écrire, à aucun moment. Et pour moi, l'égalité passe par la conquête des domaines masculins. Et donc, l'égalité, c'est aller vers le plus, et pas vers une espèce d'aplanissement un peu fade.
Ouais. Mais dans les banlieues chaudes aujourd'hui, hélas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile pour les femmes. Oui, c'est effectivement de plus en plus difficile parce qu'il y a des standards très machistes qui sont toujours à l'honneur, qui sont liés à bien trop d'autres facteurs qu'on va pas forcément développer ici. Mais par contre, dans les milieux un peu privilégiés, c'est vrai que tout ça est en train de s'aplanir. Moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui, en tant qu'historienne qui plus est, qui parle de sexe en permanence, j'ai jamais été victime de problèmes sexistes dans ma profession. Toi, Flore? Mais oui, moi non plus. Pareil. Hein. Pareil, non, on le vit très bien. Et oui, c'est pareil. Moi, j'ai vécu avec l'illusion d'une totale égalité entre les hommes et les femmes. Donc, moi, vraiment, j'attends, et c'est très très bien ce que tu fais, Thomas, hein, que les hommes se réveillent, parce qu'il y a aussi un intérêt à conserver une forme de posture qui est à double tranchant. C'est-à-dire qu'en fait, certains hommes, donc tu dis oui, l'égalité de salaire, en fait, certains hommes gagnent vraiment beaucoup plus que les femmes, et en règle générale, c'est des hommes qui ont pris beaucoup de risques. En fait, il y a aussi énormément d'hommes qui gagnent vraiment, vraiment beaucoup moins d'argent que les femmes, qui sont la plupart les SDF sont majoritairement masculins, la population carcérale, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes, les taux de suicide, c'est 75% de mecs. Enfin, en fait, il y a toute une population qu'on ne voit pas, qui est vraiment en dessous, limite en dessous des femmes. Et dans les banlieues chaudes... Et t'as 20% de mecs là qui arrivent à entre guillemets, dominer ce qu'on appelle notre domination. Et dans les banlieues chaudes, les femmes font des études et pas les mecs. C'est très très fréquent que les nanas fassent des études supérieures dans ces coins-là, et que les mecs, ils arrêtent. C'est le décrochage scolaire. Donc le côté blanc-noir sur les hommes, sur les femmes, n'est pas forcément vrai. Donc tous les hommes ne dominent pas toutes les femmes. Certains hommes peuvent avoir un meilleur statut que des femmes, mais c'est pas vrai pour tous les hommes en tout cas. Et déconstruire en tout cas le genre participerait à avoir un truc beaucoup plus hétéroclite, comme ce qu'on a réussi nous à faire en tant que femmes, à s'inventer des milieux totalement différents. Toi t'es working girl, mais on peut tout à fait aujourd'hui choisir d'être femme au foyer. Voilà, et en fait ça marche aussi. C'est vraiment de ramener aussi. la question sur l'individu plus que sur une lutte, que ce soit une lutte des genres par exemple, ou moi ce qui m'avait choqué par exemple, c'est que parfois il y a différentes catégories de population qui sont discriminées peut-être pour des mêmes raisons, et qui mènent leur lutte de manière très très isolée, voire les uns contre les autres par exemple, alors qu'au final ils sont tous victimes de quelque chose d'assez similaire. Donc c'est vraiment de ramener ça au niveau individuel, et c'est merveilleux si dans certains milieux effectivement on arrive à l'égalité, ou dans certaines personnes qui ont beaucoup de chance ont reçu une éducation qui leur donnait suffisamment de force et de confiance pour ne pas se sentir discriminés ou réduits dans une quelconque minorité que ce soit. Mais en général, quand on observe la société, il n'y a pas que le facteur éducation, c'est une partie de la construction, l'éducation, mais il y a tout un environnement autour de soi qui reste très fortement genré et qui conditionne beaucoup. Par exemple, vous allez dans un magasin de jouets, oui, le bleu et le rose. Voilà, et c'est des années qui sont extrêmement cruciales dans le développement personnel. Et quand on voit vers quoi on amène les petits garçons et les petites filles dès le plus jeune âge, et on aura beau expliquer, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui pénètrent très profondément et très inconsciemment et qui construisent la personnalité des gens, qui après mettent beaucoup de temps à se déconstruire. Mais ça, c'est vrai, c'est un bon truc. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Que j'ai éduqué, j'aurais éduqué un petit garçon pareil, franchement, en toute honnêteté, avec sa maman pareil, et elle adore le rose et elle veut être princesse. Et non mais vraiment. Si tu veux, non mais voilà, et on n'a vraiment rien fait pour ça. Et effectivement, tu te demandes, mais enfin voilà quoi. Effectivement. Est-ce que c'est la société qui. Bah forcément, vu que c'est pas nous, c'est ses copines à l'école, c'est machin et c'est tout. C'est Netflix ça. Bah voilà. C'est Walt Disney et astronaute, tu vois. C'est possible, voilà. Ah non mais bien sûr, mais c'est pas, je dis pas le contraire de ça, mais c'est juste que je dis qu'effectivement il y a des phénomènes comme ça. T'as beau éduquer d'une certaine façon. Et en fait, il y a quand même des choses qui se passent, quoi, qui sont en dehors du contrôle de l'éducation, quoi. Mais on a le droit d'aimer les jupons et les talons hauts. Absolument. Mais évidemment. Mais je parle pas de droit. Je dis juste quand il y a des choses comme ça, tu éduques d'une certaine façon, et puis tu vois qu'il arrive des choses que tu contrôles pas, quoi. Il y avait d'ailleurs sur le thème des jouets une image que j'avais beaucoup aimée, qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement, où c'était un petit diagramme, des parents qui se posaient une question, est-ce que ce jouet est pour les filles ou pour les garçons? Et il y avait deux choix possibles. Est-ce que ce jouet requiert des organes génitaux pour s'en servir? C'est pas pour les enfants. Voilà, si oui, ce jouet n'est pas pour les enfants, sinon ce jouet est pour les filles et pour les garçons. Donc, voilà.
C'était un truc de gilet jaune, ça, non? Pourquoi? Parce qu'on parle des gilets jaunes depuis un mois dans cette émission et que donc d'accord, je me dois d'en parler sur la table, d'accord. Aucun lien avec ce que tu disais, Thomas. Ça fait rire Joseph. Alors après, il y a des gens qui sont plus pratiques et pour parler de sexualité, si les mecs peuvent demain aller en club avec un kilt et qu'on leur dise rien, ce sera formidable et on aura gagné quelque chose. Voilà. C'est pas possible, absolument. Ils le font chez Wild. Oui, parce que nous on est tolérants, on accepte un peu. Si t'es bien habillé, tu rentres à nos soirées, quoi. On estime que c'est plus l'effort et le style qui te définit que tes fringues, et que voilà, tu peux être très inélégant avec une robe ou un pantalon mal taillé qu'un jean troué mais qui te va trop bien, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui veulent venir en kilt dans les clubs, donc messieurs le patron de club, laissez entrer des garçons avec des kilts. Il y a les chevaliers qui viennent régulièrement. Sûr, on avait fait un after work, ils étaient venus. C'est un couple de garçons, les chevaliers, qui sont sur Wild, et eux viennent à chaque fois en kilt. C'est génial. C'est trop bien, bien. Le kilt écossais, ils sont absolument magnifiques, Joseph. Et ça tirait très très bien, je crois, le kilt. J'en suis sûr. Mais évidemment. J'en suis sûr. Mais grave. Ouais, aussi bien qu'à De Funès dans Faux Thomas contre Scotland Yard. C'est ça. J'espère. Flore, est-ce que tu as envie de jouer? C'est vous qui allez jouer. Parce que moi, j'ai envie de jouer aussi. Les questions de Flore, c'est un peu comme question pour un champion, mais on va parler de cul. Ok, cool. On leur donne les petits. On va vous donner. Alors, il faut, c'est extrêmement important, c'est votre buzzer. D'accord. Thomas et Virginie, il faut faire poète et donner votre prénom pour pouvoir répondre à la question de Flore. D'accord? Personne ne le fait jamais. Donc vous m'interrompez dès que vous le voulez. Alors, il y en a des gens qui sont pour l'égalité des sexes en longueur. C'est Fab 28. Alors, si seulement. Très bien, mais on la met à 22 cm. Si seulement. Oh oui, mets-la à 22 cm, s'il te plaît. Et je la regarde pousser, je remercie Dieu. Bon, allez, vous êtes prêts? Non. Ouais, allez, c'est pas grave. Pas du tout. De toute façon, elle pose une question, mais en fait, elle s'en fout de la réponse. Tu vois. C'est une question rhétorique. Je suis une expression qui s'apparente à un faux proverbe et qui se dit sur le ton de la plaisanterie et qui est assez familier. Je tirerai mon origine de l'expression qui date des années 1850 et qui se terminait par l'époque que l'on respecte. Mon détournement actuel en a modifié la fin, la rendant beaucoup plus grivoise. Je joue sur ma rime en hête. Au départ, la fin... Oui. Thomas, femme à lunettes, femme à caquette. Oui. Oh putain, il est bon. Il est bon, ils sont réveillés. Elle était pas facile. C'était pas facile. Très bien. C'est quoi le sujet des questions? Il y a un thème, il y a un thème ou pas? Parce que j'étais en train de me demander. Ah voilà, d'accord. Et moi, si j'avais su que c'était les clichés, j'aurais trouvé avant. Non, en fait, ce sont des mythes. C'est des mythes sur la sexualité. Lui, c'est presque un cliché, mais le reste, ça va être vraiment des mythes, des choses qui n'existent pas. Deuxième, mais oui, tu as raison, je l'ai pas précisé. Tout à fait. Deuxième question. Bien joué. Et putain, Thomas, au taquet. Et tout ça en respectant bien le process. Attention, du bip et de prénom. Ouais. J'aurais pas voulu voir ma réponse invalidée par un vice de forme. Attention, ça qui était fâcheux. Deuxième question, je suis encore une fois une expression française qui date du XIIe siècle et qui s'applique à la fois aux biens et aux personnes. Cette expression française a connu des variantes dans sa formulation et surtout au niveau des nombres. À sa création, le deuxième chiffre était 2, puis 10, puis 100, puis 10 dans la version que l'on connaît aujourd'hui. Une de perdue, 10 de retrouvée. Voilà. C'est facile. Et tu joues pas, toi? Joseph? Si, je joue toujours, moi. Je peux pas jouer. J'ai pas mon poulet. Tu l'as volé à Virginie. Ah pardon, oui, elle a fait le poulet. Alors, on réglera ça après. Non, écoute, tu as le point. T'as fait le poulet. Bah évidemment. Moi, je fais cocotte. Et vous l'aviez tous les deux. Ne refais jamais ça, Joseph. Donne juste ton prénom. D'accord, Joseph. D'accord, ça marche. Voilà, tu vois. Pas mal. C'est pas mal. Deuxième langue. Ouais. Je vais te baiser, après je vais te bouffer. Pardon, excusez-moi. Et mon cul, c'est du poulet. C'était la réponse à la prochaine question. C'est ça. Allez, troisième question. Je suis une pathologie. On parle de moi en 1764 sous l'impulsion d'un médecin suisse du nom de Samuel Auguste Tissot, qui expliquait qu'au-delà de ma pathologie en question, les malades avaient toutes leurs facultés intellectuelles qui s'affaiblissaient et qu'ils tombaient dans une certaine démence. Virginie, la syphilis. Non, pas mal, mais pas du tout. On parle de moi jusqu'au début du XXe siècle, en particulier comme argument pour interdire aux enfants la pratique
de l'onanisme. Sourdité. Oui. Ah putain, il est Joseph, concoc. Le mec, il le fait dans le désordre, mais ça va. ça. La surdité, oui, Joseph. Comment? Non, pardon. Tu arrêtes de te manger. Festival d'humour. Oh, oui. Extraordinaire. Oh là là, putain. Bouvard est encore en vie. Hein, Bah ouais. Bah il est encore en vie. La réincarnation. Oui, justement, ouais. J'ai eu un doute là. Il parle à travers moi. Oui. Alors, quatrième question, je suis un nombre que l'on retrouve... Bah 27. 12. Ah bah 69. Et non. Dans une des religions les plus populaires au monde. Je suis associé à un nombre de personnes. 7. Non, que l'on retrouve une fois passé les 8 portes, dont les battants sont séparés par 40 années de marche, dont les 7 niveaux du séjour et des délices. 40. Non. 12. Non. Je suis le nombre de Ouri, bien connu des kamikazes. 72. Oui. 72. Eh oui. Ah, ouais. Concoc Les Joseph. vierges, c'est les- Concoc Joseph. C'est ça, voilà, 72 vierges que l'on retrouve au Ouais. paradis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. 72. Ok, cinquième question. Il y T'es avait concentré il y avait ce genre de croyance sur la romantique où si tu mourais. Non, dans la voilà. romantique, il n'y a pas de religion à vocation eschatologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion où l'âme survit après la mort. D'accord. Et c'est pour ça que les religions orientales, comme le christianisme, vont connaître un tabac, parce que là, pour le coup, on Ça propose rassure. quelque chose. Ça rassure. Ça rassure. Et qui va adhérer en premier aux religions orientales? Eh bien, ce sont les esclaves et les femmes. Bah évidemment. Et bah, j'ai bien Bah, forcément, ils fait se de font poser- chier dans la vie à côté des hommes. Il faut bien espérer un Et puis avenir c'est- Mais c'est meilleur. bizarre qu'elle cherche l'immortalité, même les esclaves. Dire oh ouais, je vais continuer ma vie d'esclave. Mais non, c'est au-delà. ça sera mieux après. Voilà, t'as souffert dans cette vie, donc tu Ouais. vas... Ah, il y a un côté Heureux, martyr. bah oui, heureux les, Tant voilà. l'autre joue, tout ça. Bah, les gens qui souffrent sur Terre seront ceux qui connaîtront la félicité Et après. les 72 vierges. Pour avoir un ordre social bien carré, c'est facile. Enfin, les derniers seront les premiers, hein, c'est Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. hein. Voilà. Donc, Le chameau, le chat d'une aiguille, voilà. tout ça. C'est une religion aussi. Ouais. Qui vole un œuf, vole un bœuf, Joseph. Donc, s'il Ouais, te plaît, sur ouais, les expressions, moi ouais. j'en connais aussi. Hein. Ok. Ouais, bien sûr. Bah non, mais il n'y a oui, pas de problème. bah. Fleur. Allez, cinquième question, elle est difficile. Oh non. Vous balancez des trucs. Hein. Enfin, vous pouvez balancer des trucs. Un stylo. Je suis un pouvoir magique. Un pouvoir magique. Cité 3 fois dans le Malleus Maleficarus, c'est le livre publié au XVe siècle sur la vie des sorcières, un des plus grands. Ce pouvoir effrayait beaucoup plus les hommes que les femmes. Vous pouvez y aller. Hein. On retrouve beaucoup d'illustrations de ce pouvoir dans différents livres du Moyen-Âge, principalement par une végétation arborant des organes génitaux. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les sorcières? C'est quoi leur pouvoir magique? Changer Qui de faisait forme, peur- elle se Qui faisait transformait. peur aux mecs. Ils faisaient peur aux Elle mecs. changeait pas. Elle pouvait Elle changer de forme. basculait. Alors il y avait ça, mais c'est pas celui-là. Elle Parce a qu'on- basculé les sexes. Ouais, elle volait les sexes. Allez, Elle volait. oui, c'est bon. Elle volait les pénis pour les mettre dans les arbres. Oh les Voleuse de pénis. Oh les petites gitanes, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est pas un pouvoir magique, ça, c'est juste un délit. non C'est du vol, monsieur. C'est du Mais c'est vol. du vol, rendez-le-moi. Ça m'est arrivé dans le RER. Hein, Tu le retrouves aux objets perdus derrière. Bon, dernière question. Rendez-moi mon sexe. Plus facile, plus Attends, facile. on compte les points. Joseph, t'as un point. Thomas, t'as un Non, j'en ai 2. Mais, T'as Attends, deux toi, points, toi, t'as un point. J'ai un moi, point. j'en ai C'est pour ça que Virginie maintenant, a un on compte les point. points, c'est qu'il a un point. J'en ai 2. Ah oui, t'as Ouais, deux et un partout. Très bien. Allez, dernière question. Oh non, déjà, le temps passe vite. C'est fou. Vous l'avez tous. Ah. Je suis un concept né d'une religion, ainsi qu'une fête chrétienne, celle du 8 décembre. Bah, Je vois que c'est la fête des Lumières à Lyon. Ouais. Alors, c'est- bien sûr. C'est une spécificité du monde. refais le mot. Spécificité. Spécificité Ouais. du monde Ouais. catholique. J'aurais été prononcée à Lourdes, à Bernadette, en 1858. Je parle d'un accouchement exempt du péché originel. Ah, la le- Sainte Conception, l'Immaculée l'Immaculée Conception. Conception. Cococ, Immaculée Conception. Ça. La Immaculada Conception, por supuesto. C'est moi qui ai trouvé. Non, c'est pas vrai. Tu te ma vie de ta mère. Bah oui, la vie de ma mère. Non. Ouais, dis donc. Oh. Ah bon, Regardera ouais, le replay, c'est Benjamin, enregistré, il y a un mais, replay. Il y a un Hein. replay, mais C'est je crois que enregistré, je crois hein. que c'est Joseph. Ouais, j'en ai bien peur. Tu sais quoi, je te donne le point. Mais bravo, vous étiez très forts tous les deux, les garçons. Ouais. Non, mais tous autant que nous sommes ici autour de cette On table. est normal des que bons Joseph niveaux. s'y connaisse en Immaculée Conception. C'est plutôt Immaculée Conception que je Ah non. connais. Mais non, mais ça, c'est autre chose. Et dans l'onanisme, hein, parce que t'avais trouvé ça aussi.
Ah bah moi, le moine au Nant, je suis un de tes disciples, effectivement. Grosse passion. Hein. Grosse passion, énorme. Voilà. énorme. Passion. Élevé au rang d'art hein, depuis quelques années par Joseph. Depuis pas mal de temps, ouais, tout à fait. C'est vrai. Que tu entretiens encore en 2019, je l'espère. Oui, je compte entretenir jusqu'à ce que mort s'en suive, mon ami. Tout à fait. C'est bien plus simple que de fréquenter les gens. Merci beaucoup Flore pour ces questions. Avec plaisir. On aime beaucoup. Allez-y dans la room, envoyez un message à Anso si vous voulez des magazines Union. Ça parle de quoi le magazine Union ce mois-ci? Le Union de cette année, mois de janvier, il y a un super dossier sur le parfum érotique. Parfum comme... voilà, c'est ça, un sujet sur le parfum, le pouvoir du parfum. Le pouvoir du parfum, oui, t'as raison. D'accord, Ouais. Sors-moi un petit peu encore. Le parfum de l'invisible. C'est vraiment ton truc, le parfum. Tout à fait. C'est ta tête, t'aimes bien ça? Tu es odorophile. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis parfumophile. Je sais pas, non, on dit comment? Je sais pas, j'étais en train de me poser la question. Odorophile, c'est bien. Non, il y a un mot pour oui, celui qui aime les odeurs, mais je sais plus. Peut-être quelqu'un dans la room qui va trouver. Voilà, Cherchez, faites la recherche. C'est ça. Enquêtez. Donc voilà, on parle des odeurs dans le magazine Union ce mois-ci. Ouais, on parle de plein de choses, des bonnes résolutions, je crois, pour 2019, comme ce qu'on fait chaque année. Donc. Mais il est très bien, il y a toujours les histoires. Le marronnier. Non mais c'est vrai, il y a toujours des bonnes résolutions. Apprendre, sexuelle, pour avoir une belle vie sexuelle épanouie. Et je trouve que sentir bon, c'est une bonne résolution, tu vois, parce que si t'as pas adopté ce truc-là, continue, essaye d'adopter ce truc. C'est important de sentir bon, c'est vrai. Le parfum d'ailleurs qui est un bon exemple d'objet qui est genré sans raison, pour des raisons de marketing avant tout. Dis-moi, parce que moi elle a une forme de bite, ma bouteille de parfum. Parfait, l'odeur aussi ou... Juste la forme. Ça je te laisse pour... Non, ça va pas... C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui justifie à la base qu'une femme devrait sentir quelque chose de plus floral et un homme quelque chose de plus quoi que ce soit. C'est vrai. Alors après, les odeurs corporelles des hommes et des femmes sont légèrement différentes d'un point de vue strictement biologique. Donc un parfum peut tourner différemment sur une peau différente. Voilà. Mais le vendre, le marketer comme un produit fait pour femme ou pour homme n'a aucun fondement. Oui, on achète le même savon de Marseille, on s'en sort très bien. Exactement, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est venu avec la publicité d'ailleurs. Après il y a des parfums mixtes, Calvin Klein fait des parfums mixtes. Tous les bons parfums sont mixtes. Ah, ça pas le mien. Ça sent le bonhomme. Mais toi, c'est top numéro 5, forcément, c'est pas très mixte. C'est pas ton mais t'es pas digne de ça. Je connais des filles qui portent très bien ton parfum, d'ailleurs, si je l'ai bien reconnu. D'ailleurs. C'est vrai. Top numéro 5 d'ailleurs, il m'arrive souvent de porter le numéro 5. D'accord. De Chanel. Très bien. Quel est mon parfum alors, du coup? Dior Homme. Ouais, bien joué. Oh là là. Le killer. Monsieur Aduné. Moi, c'est 2 heures de train. Et non, je connais des filles qui le portent très bien et sur qui ça fait quelque chose de très très fort. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est quoi ton parfum, toi, Flore? Là, en ce moment, je suis sur mini-jupe de Courrèges. Voilà. Très bon. Je ne connaissais pas. Tu peux pas. Voilà. Ouais, je vais te sentir après. Joseph, c'est quoi ton parfum, toi? Je n'en mets pas. Moi, je mets le petit Marseillais le matin dans la douche et c'est le seul truc odorant que je mets sur mon corps. Et de l'assouplissant dans ma machine à laver. Voilà, de l'assouplissant. Mais non, même pas. Je mets juste de la machine. Il y a des gens qui sont très bons à la lessive. Voilà. C'est agréable, même, c'est vrai. Non, mais après c'est pas une vanne, mes odeurs corporelles se chargent du reste. Et puis voilà. Puis roule les jeunesses. Voilà. De toute façon, je m'en fous. Moi, je reste chez moi, je me branle. Oui, t'as pas ça chez Stéphane Bern. Non. C'est quoi ton parfum, toi, Virginie? C'est Black Opium. D'accord. Je ne connais pas. D'Yves Saint Laurent. D'accord, très bien. On va sentir ça tout à on l'heure. voit la pub beaucoup. On va sentir ça tout à l'heure. Et toi, du coup, je t'ai posé la question ou pas? Pas encore. Alors, c'est quoi? J'en ai plein. Je suis très infidèle en matière. Il y a 2 écoles. Il y en a qui changent tout le temps. Il y en a qui. Je change tout le temps. C'est comme les vêtements. C'est selon l'humeur du jour. Ça peut être très différent. D'accord, très bien. Donc voilà, en tous les cas, voilà, si vous voulez, parce que voilà, je finis ma parenthèse. Si vous voulez des magazines Union. On est encore dessus. Vous envoyez un message à Anso. Bah oui, envoyez vos messages. Avec votre adresse postale et on vous envoie un magazine avec grand plaisir. Je vous envoie un magazine avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des parfums qui se révèlent dans l'effort? Allez-y dans la room. Il y a Bleu Chanel, c'est duo de chevaliers qui dit ça. Il y a le parfum Vulva. J'aurais pas dû le lire. Voilà, donc n'hésitez pas. L'instant magique aussi. Vulva. Ouais. Mais moi, je vais sortir un parfum qui s'appellera RERA. Donc, tu vois, ça, c'est. En forme de rame de métro. Voilà, exactement, voilà. Vous pouvez puer même en voiture maintenant.
Voilà le mâle, l'eau de Kenzo, concentré d'orange verte de chez Hermès. Non mais c'est hyper important. Je sais que pour nos membres aussi, quand tu vas en soirée, tu te mets ton petit parfum. Le parfum habille. Hein. D'ailleurs, on voit dans la pub avec comment elle s'appelle une meuf qui est à poil et qui se met du parfum. Je suis attaquée. C'est la fameuse réponse de Marilyn Monroe. Qu'est-ce que vous portez quand vous dormez? Chanel numéro 5. C'est comme de l'essence de Guerlain dans les cheveux de Serge Gainsbourg aussi. Voilà. C'est la même chose. Mais c'est vrai. El Clasico quoi. On n'a jamais vu un mec à poil avec juste du parfum. Tu vois, il y a pas ce genre de choses. C'est extrêmement genré aussi, la nudité et le parfum. Voilà. Absolument. Si je peux lancer un sujet là-dessus, je pense que Thomas, tu seras d'accord avec moi. C'est vrai que c'est marrant parce que dans l'Antiquité, donc mon poète préféré qui s'appelle Ovide a écrit un magnifique manuel de séduction qui s'appelle L'Art d'aimer, avec 2 livres pour les hommes, parce qu'ils sont un peu bêtes, il faut leur expliquer longtemps, et 1 livre pour les femmes, parce qu'elles comprennent beaucoup plus vite la séduction. Parce qu'elles sont passives. Voilà. Non mais c'est ça le truc. Putain, mais trop. Bah oui, T'as trop raison. Dans moi je fais l'inverse. Le rôle de la femme, c'est comment faire pour appâter le chaland, alors que l'homme doit vraiment aller draguer, prendre des risques, subir le non, recommencer. Aller au charbon, quoi. C'est ça, aller au charbon. Aller au charbon. C'est vrai ça d'ailleurs. Mais bien sûr que c'est vrai. La séduction est vraiment une conquête, comme pour les militaires. Hein. La femme est une conquête à faire. Et donc, Ovide explique aux femmes qu'elles doivent bien prendre soin de leur corps. Il dit un bouc farouche ne doit pas loger sous vos aisselles. Hein, c'est mignon. Belle image. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de soins à apporter à son corps, à son visage. C'est un vrai travail au quotidien pour les femmes de prendre soin d'elles. Alors qu'un homme, un vrai homme romain, hein, ça doit être beaucoup plus brut de décoffrage. Donc, l'empereur Auguste, qui était le premier grand empereur romain, voilà, lui se coiffait en se mettant les doigts dans les cheveux comme ça le matin. Peur. Et c'était J'ai eu extrêmement peur. Marie est tout pris, n'a rien inventé. Alors qu'on considère qu'un homme qui J'ai s'épile... l'image directe. Blaze, coiffez-moi. Non mais en même temps, si dans la Rome antique, la conquête féminine c'est une conquête militaire, c'est pour ça qu'à la fin César a la Gaule. Waouh! Ah bah oui, c'est normal, c'était le plus viril de tous. Bah voilà, c'est ça exactement. Tu voulais finir, Virginie? Oui. Il se coiffait avec les doigts. Il se coiffait avec les doigts, d'accord. Alors que les hommes qui s'épilaient dans l'Antiquité romaine, c'était vraiment, ils étaient traités de femmes justement. Donc voilà, on Ah mais on n'est toujours pas sorti de ça. Il y avait des siècles. On est là encore là. Thomas, il y a du boulot. Hein. Oh mon dieu. Il suffira pas d'une vie pour régler ce problème-là. Oui, Joseph. Je pense que pour l'épilation, il fera encore 1500 ans à peu près. Tu sais, on a commencé par l'esclavagisme, l'abolition de l'esclavagisme, voilà. le temps qu'on enlève les stéréotypes de genre. Ça. On sera tous des métis épilés en 3005. Toi, tu t'es jamais épilé, toi, Joseph? Non, jamais épilé. Toi, Thomas, tu es déjà épilé? Oui. Ouais. Mais il est danseur. Enfin, C'est quoi ce cliché là? Non, mais non, mais dans le pas sport. forcément un cliché, mais il y a... Bah, alors dans la danse, c'est pas obligatoire, mais il y a des productions. Il y a parfois, pour lesquelles on nous demande, vous êtes obligé de. On nous demande, ça dépend de. C'est comme le vélo. C'est quoi. un choix de chorégraphe. Non, pas nécessairement, parce que le vélo, je pense, c'est quelque chose de sanitaire. De sanitaire. C'est purement un choix esthétique dans la danse. Et puis sais, après, sur la scène, c'est une question de juste se sentir bien dans son corps. Hein. Donc si on se trouve, ou pour un numéro, selon le personnage qu'on incarne, est-ce que le personnage est plutôt naturel? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui? Et donc, voilà, au gré des personnages qu'on incarne et de comment on se sent, on s'épile ou pas. J'aurais te poser une question à Joseph, mais je pense que je vais regretter. Tu t'es jamais fait le CIF? Le quoi? Mais le CIF, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas ce que c'est. Joseph, pour moi, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Contrat d'insertion et de formation, pour moi, le CIF. Dans ma vie de chômeur. Quoi? Non, c'est quoi le... C'est quoi le CIF? C'est quoi le CIF? sillon interfessier, mais on en parle à chaque fois. Le sillon interfessier? Ah bah non, là, ça m'a échappé, cette sorte de sillon interfessier. Tu me déçois, Joseph. T'es où en 2018? Et en 2017, et en 2016. Mais moi, tu sais que je m'inquiète un peu de mon cerveau, j'ai un Alzheimer précoce, je sais pas si c'est possible. Tu pars en couille, mec, hein, Ouais. attention. Donc c'est quoi donc le sillon interfessier? Le sillon interfessier. Ouais. Donc l'arrêt du cul, quoi. Le chatus. Le chatus. Chez les filles, le chatus. Vous parlez du périnée ou de l'arrêt du cul? L'arrêt du cul. L'arrêt du cul, d'accord. Bah écoute, non, absolument jamais. Absolument jamais. Personne ne m'a fait de remarques sur l'arrêt du cul, jamais. En me disant, dis donc... Non, boucle pas farouche. Franchement, je me sens comme Bolsonaro avec la forêt vierge. Écoute, moi j'ai envie de faire pousser du soja, là. Allez, on lève tout ça. Non, on m'a jamais fait le coup. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire de l'huile de palme pour les vaches. Non, allez, tu dégages. Non, mais c'est très marrant justement parce qu'il y a un texte de Suétone qui est un grand historien de l'Antiquité. Il nous raconte que l'empereur Galba apprend que ses armées ont fait la conquête de Rome, donc il va devenir empereur, et il dit à son esclave Icelus, va te raser ce soir, on va fêter l'événement. Et il parle du sang.
Évidemment, c'est pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Ah bah bravo. Ah bah franchement. Faites-vous le sif, c'est important en 2019, si on peut vous donner un conseil quand même. Thomas, oui. Avant de conclure cette émission, on a très peu parlé effectivement de danse, puisque c'est un spectacle de danse. T'as quoi comme formation toi en danse ? Moi je suis danseur plutôt classique. Ouais. J'ai une formation classique à la base, oui. T'as fait l'opéra ? Non ? Non, j'ai pas fait l'opéra. En fait, en parallèle avec ma formation de danseur, moi, je suis devenu ingénieur en télécom. Ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, donc j'ai fait d'autres écoles de danse. Un métier très masculin. C'est vrai, où j'ai allègrement souffert d'ailleurs du fait d'être danseur, parce que j'étais dans un milieu très peu déconstruit sur les stéréotypes de genre. Donc bon, dans la danse, c'est pas... Non, dans les ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs. Dans la danse, ça va, c'est tranquille. Parce que j'étais étonnée. La danse, ça va. La danse, ça va. C'est très différent. Donc voilà, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en danse classique et puis je suis arrivé sur la scène burlesque parce que c'est un spectacle de danse, mais un spectacle burlesque avant tout. Il y a de la danse, mais le burlesque, c'est pas que de la danse. Un peu par hasard. Et c'est une scène qui gagne vraiment à être connue, je pense, parce qu'elle est souvent connue pour des raisons qui sont très partiellement vraies. C'est-à-dire on lui accole souvent une image sulfureuse, on la confond... avec le striptease parfois. Sulfureux le burlesque ? Parfois, c'est-à-dire qu'on va retenir que la nudité ou que le côté striptease ou que le côté glamour aussi, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas. Ah oui ? Ça peut être une partie, ça peut être un choix artistique dans un numéro de burlesque, mais en gros, il y a une règle du jeu dans le burlesque, c'est qu'on va devoir enlever des vêtements. D'accord. Après, la question comment est absolument libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Et ça peut donc être très glamour, sensuel, sexy, mais ça peut être aussi... un peu hyper drôle, quoi. Voilà. Tu Alors, peux le feuillage, tes... c'est obligatoire. Tu dois enlever tes vêtements. C'est la base. Ça, c'est Mais ça peut être marrant, le registre, ça peut être vraiment de l'humour. Ça peut être extrêmement drôle. Ça peut être aussi extrêmement triste. Ça, c'est une branche qu'on connaît un peu moins. Mais c'est ça qui est très intéressant avec cet art-là, finalement, c'est qu'on peut faire passer des idées très puissantes. Parce que le burlesque, c'est une mise à nu autant au propre qu'au figuré. Et dans l'histoire de l'invention, enfin de la naissance du burlesque, c'est un mouvement à la base qui est féministe. Et c'est un espace pour les femmes, ou une tribune où elles peuvent s'approprier leur corps et en faire ce qu'elles voulaient, détachées de l'objectification et de la sexualisation par les hommes. Et donc c'est resté une scène féministe comme ça, puis petit à petit c'est devenu un lieu où on a donné tribune à tout un tas de minorités. Donc ça s'est beaucoup rapproché de la scène drague, de la scène trans, des milieux LGBT, etc. Parce que c'est un mouvement où on se met à nu et donc on va pouvoir être soi-même sans aucune honte, sans aucune attente de canon et de clichés, justement. C'est pour ça qu'on essaye qu'il n'y a pas non plus de normalisation des corps. On va pas être comme dans le striptease où il faut être soit pour les hommes complètement bodybuildés ou pour les femmes très minces, etc. Non, le but c'est vraiment d'être soi-même et de le montrer dans tout un tas d'atmosphères différentes. Donc c'est un art qui nous semblait tout à fait approprié pour véhiculer le message qu'on essaie de faire passer dans notre spectacle. Moi, tu vois, je pensais que les feuillages c'était une façon de se déshabiller et que ça voulait pas juste dire. C'est un terme qui a une connotation légèrement différente du striptease. C'est-à-dire qu'il y a une idée artistique derrière où on va avec un peu plus de teasing peut-être. Mais après, c'est juste la connotation d'un mot. Les feuillages, c'est quoi ? C'est enlever des vêtements. Il y a Photogirl qui nous demande le nom de ta compagnie. C'est la Société communautaire des effeuilleurs parisiens, c'est bien ça ? Exactement, c'est la SCEP, S-C-E-P. Ce n'est pas la Société Carotte des éleveurs de poulets. Non. Même si d'ailleurs... voilà, c'était... non, même si on est parti de là. Voilà, la Société communautaire des effeuilleurs parisiens. Vous êtes combien sur scène ? On est 7 sur scène. Voilà, on est... Yann Sinclair aussi ? Ce serait intéressant de la voir faire du burlesque. Bah grave, J'aimerais bien voir ce qu'elle pourrait faire. On est dans la vie 6 hommes et une femme. Bravo l'égalité, les mecs. J'allais dire rien qu'aux fins, moi. À la base, on reste un spectacle boylesque, déjà. Donc, oui, j'ai vu ça, boylesque. Des effeuilleurs parisiens, donc ça s'appelle les masculinités. Mais sur scène, on a 3 personnages féminins et 4 masculins.
Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avoir pas seulement la question de la masculinité, mais d'avoir les deux genres qui petit à petit vont converger et se libérer chacun de tous les carcans qui peuvent les entraver pour arriver vers quelque chose qui leur correspond de manière individuelle. La convergence des genres. Alors je suis allée voir aussi ton spectacle. Justement, musique autopromo, Flore. Ah. Vas-y. Pour le spectacle. Vends le spectacle de Thomas, s'il te plaît. C'est un spectacle qui est très sympa parce que tu proposes des choses très différentes. Enfin, c'est bien pas que toi qui fais de la mise en scène, non? Je sais pas qui fait de la mise en scène. Non, c'est vraiment un collectif. Ouais, vous faites tous un peu de la mise en scène. Voilà. Donc il y a des choses très différentes. T'as du rire, t'as des gens qui. Toi, t'es très très bon danseur, donc on voit que ça. Mais il y a des gens qui sont plus dans la comédie, on va dire. Donc c'est ça qui était intéressant, c'était de avoir un truc assez vaste en termes de propositions de jeu, et tout le truc fil rouge là, un peu prise de tête que t'avais au début, en fait c'est très drôle, enfin c'est pas, on réfléchit pas à... On voulait absolument surtout pas se placer en donneur de leçons, parce que c'est quelque chose qui me dérange toujours un petit peu chez les personnes qui sont parfois très pointues sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ne sont pas déconstruits, on commence par les prendre pour des idiots, et c'est la meilleure manière pour moi de perdre un auditoire. Donc le spectacle est construit pour vraiment déjà faire passer un bon moment aux gens, c'est la première chose, et ensuite à la fin du spectacle qu'ils se disent « Ah ben tiens, j'ai passé un bon moment avec des gens qui sont tous très différents ». Et voilà. Et finalement, tiens, les a priori de genre que je pouvais avoir au départ, ils n'étaient pas légitimes, et j'ai passé un très bon moment pour ça. Et on part, l'approche est vraiment de partir des points de vue les plus candides et les plus construits possibles, et puis d'accompagner le public dans ce processus de déconstruction. On commence avec des personnages vraiment réactionnaires, et puis chaque numéro va montrer que les stéréotypes qu'on expose, finalement, ne servaient à rien ou n'étaient pas légitimes. Il y a à boire et à manger, quoi. Comment dire. Ouais, voilà. Joseph, tu voulais dire quelque chose? Non. Tu réfléchissais pas, là? T'avais le micro sur la bouche, t'avais l'air un peu concerné et tout. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Non. Je au tout début, alors tu dis qu'au tout début, tu pars du truc Candide. Alors c'est quoi le point de vue Candide? C'est tout ce qu'on peut attendre, et entendre d'ailleurs sur chacun des deux sexes. C'est-à-dire, on commence, alors je sais plus quel est par exemple, dans le premier spectacle qu'on avait monté, notre numéro d'introduction, c'était sur une chanson qui s'appelle My God is so big and so strong and so mighty. Donc mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Et on commence comme ça en disant tiens, Dieu a fait l'homme à son image, donc si Dieu est grand, fort et puissant, alors l'homme aussi est grand, fort et puissant. Voilà, donc on se dit ok, on part de là, pas de problème, c'est ce qu'on sait. Et puis, on part, par exemple, du fait que l'homme doit travailler, doit être la personne dans la famille qui apporte la sécurité matérielle, etc. Donc, doit être épanoui dans son travail. Donc, on a un numéro qui va déconstruire ce cliché-là. Moi, par exemple, j'ai un numéro de gigolo. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'idée de la femme qui peut être putain. Et moi, ça me tenait très à cœur de montrer aussi un personnage d'homme prostitué comme ça, et de le prendre aussi à la légère, mais de montrer que c'est tout aussi possible. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un autre ingénieur d'ailleurs dans la troupe qui fait un numéro de Rubik's Cube pour montrer que le geek peut être sexy aussi. J'ai toujours trouvé que l'intelligence était très sexy. Voilà, ça peut être ça. Alors que ça c'est vrai. Un peu sapiosexuel. Ouais. Moi totalement sapiosexuel. Oh oui, moi aussi. Je suis d'accord. On va vous laisser après. Hein. Donc on part vraiment d'un principe simpliste comme ça, et puis chaque performance va venir nous prouver le contraire. Ah tiens, non, finalement l'homme il peut aussi être le contraire de ça. Et puis tiens, du coup la femme aussi, pourquoi pas. Et puis voilà, petit à petit, pas par pas, on va déconstruire chacun des stéréotypes qui vont nous venir à l'esprit. Il a répondu à ta question, Joseph? Tout à fait. C'est cool, on ira t'applaudir Thomas les 1er février, le 1er mars et le 29 mars, c'est au Café de Paris, c'est dans le 11e arrondissement, c'est ça? Absolument. Les masculinités, on vous retrouve sur Facebook aussi pour avoir toutes les infos. Voilà, les infos, les réservations, tout ça, ça se passe sur Facebook. Et Flore, en un mot, tu as trouvé ce spectacle? Étonnant. Voilà, c'est vrai.
Non, j'attendais pas ce mot, mais étonnant, c'est bien. Je vais le maintenir. Virginie Giraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les femmes et le sexe dans le romantique aux éditions Le Talendier, c'est ça? C'est sorti il y a quelques années déjà, puis une réédition en 2017. Moi j'ai la réédition format poche, mais il faut une très très grosse poche. C'est la réflexion que j'avais faite d'ailleurs à Anso quand j'avais reçu le livre. Il faut une très très grosse poche, donc pour mettre ce livre. Voilà, on va finir cette émission formidable sur cette vanne absolument naze. Mais voilà, c'est pas une vanne. C'est un gros livre, il faut une grosse poche. Voilà, il n'y a aucun ressort humoristique là-dedans. Pourtant, il y a plein de pratiques sexuelles dans ce livre, donc ça prend un peu de place. C'est gros, ça prend de la place. On te retrouve aussi régulièrement dans Secret d'Histoire. Je crois qu'il y a un tournage prochainement, c'est ça? Lundi prochain, oui. Ah, c'est sur quoi? Ah, j'ai pas le droit de le dire. C'est vrai, il y a Secret Défense. C'est secret. C'est comme Game of Thrones. Ah putain. Mais vous retrouvez des petites photos sur mon Instagram, donc il y aura des pistes. Ah d'accord, ok. Mange beaucoup de miel avant lundi prochain. Et on peut revoir aussi d'autres émissions. Je crois que tu as participé à Cléopâtre. Tout à fait. Notamment. Cléopâtre, Alexandre le Grand, Jules César, la Reine Margot, enfin il y en a plein. Tu feras un bisou à Stéphane de notre part, tu peux le dire. Il vient. Il vient quand il veut. On lui fait un petit dîner. Il vient avec des pizzas et tout, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va beaucoup aimer. Merci Virginie. Merci. Thomas, merci aussi. Mais je te le remercie mais je regardais Joseph en fait. Merci Joseph. Je te souhaite une très belle année. Il n'y a qu'à moi que t'as pas dit bonsoir. À toi aussi. Mais attends, mais le meilleur pour la fin. Tu l'as fait tout le monde 2 fois et alors moi. Le meilleur pour la fin, Flore. Voilà. Flore, je te souhaite une excellente soirée. Moi aussi, je te souhaite une bonne soirée. Gros bisous la semaine prochaine. Bah ouais. On parlera de quoi la semaine prochaine? Tu ne sais pas encore, mais on aura Carmina avec nous qui est cameuse, que vous pourrez retrouver sur Twitter notamment et aussi la lire sur le tag parfait. On parlera de Shibari. On va parler de Shibari aussi, c'est vachement bien le Shibari. On en a déjà parlé il y a quelques mois dans l'émission, mais Joseph aime bien. On l'a fait plusieurs fois. Il a besoin de prendre des cours de Shibari. On avait fait des démonstrations à l'époque, c'était vachement bien. Tout à fait, c'était très joli. Anso, on te fait des gros bisous, on te dit à la semaine prochaine. Fais attention à ton dos. Voilà, attention. Pousse pas trop sur les haltères. À ton dos, voilà, exactement. Et puis descente d'organes aussi, il faut faire attention. Et puis à la room, gros bisous. C'était cool de vous retrouver en 2019. Et puis voilà, passez une bonne semaine.